Ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir Dr. Yannick Beaulieu. Dr. Beaulieu est un ami. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps d'ailleurs. On s'était rencontrés, on ne dira pas combien d'années, mais j'étais étudiant en psychologie à l'Institut de cardiologie de Montréal et toi, tu étais résident en cardiologie à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, Dr. Beaulieu est cardiologue, intensiviste à l'hôpital du Sacré-Cœur et à l'Institut de cardiologie de Montréal. C'est un grand innovateur. Je dis souvent, c'est comme le Steve Jobs de la médecine. C'est vraiment incroyable sa façon de penser. C'est une personne excessivement créative, mais aussi capable de livrer des produits utilisables qui répondent à des besoins réels. Alors, on a cet honneur de te recevoir, Yannick. Alors, comment ça va aujourd'hui? Merci d'être là. Bien, merci, Richard. Merci à vous tous d'être là. Quand Richard m'a invité pour l'entrevue, je connaissais déjà Living Lab et tout. J'ai dit, waouh, immédiatement, bien sûr, quand Richard t'invite à une opportunité comme ça, tu dis oui. Je savais que la discussion serait intéressante avec Richard, avec vous tous. Fait que ça va me faire vraiment plaisir. Plusieurs d'entre vous connaissez déjà en tout ou en partie, ou peut-être pas les derniers mois, là, mais l'évolution un peu de tout ça au fil du temps. Fait que ça me fera plaisir de pouvoir vous partager un petit peu les quelques dernières années et comment je pense qu'il y a tellement place à pouvoir avoir la création, la créativité avec la médecine, avec la business, avec les opportunités, avec toute spécifiquement maintenant, heureusement ou malheureusement, là, tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, je pense que ça augmente encore plus les opportunités pour pas juste les technologies, mais les innovations qui gravitent autour de la médecine. Alors, j'espère pouvoir peut-être aider à montrer un petit peu quelques opportunités que j'espère que vous allez tous chacun pouvoir suivre aussi dans vos vocations respectives. Puis là-dessus, d'ailleurs, je pense que la meilleure façon de lancer le sujet pour que tout le monde soit mis à jour, puis aussi, on veut savoir où est-ce qu'on est rendu avec Reax. On va te laisser commencer une petite présentation formelle PowerPoint avec vidéo. Oui, fait que ce que je vous propose, c'est, je disais à Richard tantôt, j'ai plusieurs présentations, puis pas mal plus souvent en anglais qu'en français. Fait il va surtout avoir des images et des vidéos. Alors, vous me pardonnerez les quelques phrases anglaises, mais je trouvais que c'était une bonne façon de pouvoir faire un peu l'intro parce que je fais à travers les quelques premières images et vidéos un peu le parcours, un peu de mon côté d'innovation en santé. Et l'approche quand on parle de Reax et de ce que j'ai réalisé dans les dernières années, comme vous voyez ici, c'est vraiment le concept de l'hyperprésence, des soins interactifs, la collaboration à distance et qui est différente de la vidéoconférence avec partage d'écran comme on fait maintenant, qui est très bien, mais qui existe depuis de nombreuses années. Fait, je veux vous montrer un peu la réflexion derrière la création de Reax, puis un peu l'évolution au fil du temps. En plus de ce que Richard a parlé, fait que je continue de faire de la clinique. Hein, je n'ai jamais arrêté malgré mon background d'innovation et d'affaires dans les 20 dernières années. J'ai toujours gardé la clinique. Je fais maintenant une semaine par mois aux soins intensifs à l'Institut de cardio ou à Sacré-Cœur. Donc, 7 jours en ligne, après ça, 3 semaines de Reax, Philips. Ensuite, retourne aux soins intensifs, ce qui permet vraiment d'avoir le volet clinique tout complètement collé sur l'innovation, sur la perspective, pour être autant un utilisateur qu'un créateur. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Puis vous allez voir un peu au fil du temps qu'est-ce qui m'amène maintenant à être aussi le directeur médical de la division qu'on appelle Precision Diagnosis de Philips. Puis en fait, ce que c'est Precision Diagnosis, c'est un cluster de business. Par exemple, l'échographie, c'est un des clusters. Ensuite, tu as la résonance magnétique, les scanners, toute l'imagerie de rayons X et tout. Alors, tout ça est regroupé en dessous de ce qui s'appelle Precision Diagnosis. Puis en anglais, c'est Medical Officer. Là. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment je suis arrivé à ce titre-là en plus de mes autres affaires. Et donc, ici, on retourne en arrière presque 20 ans. En fait, c'est quand j'étais en 2002 fellow en soins intensifs après avoir fait ma résidence en cardiologie à Montréal. Moi, j'avais fait une année d'échographie en plus. Et quand je suis arrivé à University of Pittsburgh, mon directeur de programme me donne ce que vous voyez ici,
qui était une petite machine portable qu'on se mettait en bandoulière d'échographie. Et là, moi, ça a été un peu une révélation parce que même si je faisais de l'échographie un peu sur tout ce qui bougeait déjà comme résident en cardio, ben, j'avais pas de machine portable. Alors là, quand il m'a amené ça, il m'a dit, écoute, on a acheté un CT scan, puis il s'est avéré qu'on nous a donné ça avec, mais personne ne sait comment utiliser l'échographie. Fait que si toi, tu sais quoi faire avec, ben, on t'a laisse, puis promène-toi avec. Ça a donné que c'était une échographie de Philips. Et comme je vais montrer dans la petite vidéo ici, j'ai donc commencé à l'utiliser de façon très clinique. Et dès qu'un patient présentait soit une instabilité ou il fallait faire une ponction pleurale, abdominale, installer des cathéters, j'utilisais donc l'échographie en complément à l'examen physique, ce qu'on appelle maintenant beaucoup le POCUS pour le Point of Care Ultrasound. Et donc, c'était évident pour moi que c'était un complément à l'examen physique qui devait être utilisé non seulement chez les patients instables, mais surtout chez des patients aux soins intensifs qui ne sont pas toujours faciles à questionner. Et là, les gens autour de moi trouvaient ça pas mal cool de pouvoir faire tout ce diagnostic-là au chevet de choses vraiment intéressantes. Alors, c'est là que mes collègues m'ont dit, on veut que tu nous entraînes à faire de l'échographie dirigée. Et mon directeur de programme, on est obligé de faire 2 années de recherche. Alors, j'ai dit, écoute, moi, je vais changer mes 2 années de recherche pour me focusser sur la création d'un curriculum d'échographie dirigée pour les soins intensifs, mais qui pourra aussi s'appliquer à l'urgence, à la médecine interne, à la médecine de première ligne. Alors, l'idée était de faire un curriculum pour des non-spécialistes, c'est-à-dire des non-radiologues, des non-cardiologues. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai entraîné, c'était un gros programme là-bas, on était 30 fellows de première année. Il y avait 30 intensivistes et une dizaine de fellows de deuxième année. Alors, j'ai entraîné tout le département. Et Philips, à ce moment-là, vous allez voir comment la vie, c'est un full circle, nous ont aidés en amenant des machines et on dit, wow, c'est donc bien intéressant, l'échographie aux soins intensifs. Alors, je suis devenu, dès ce moment-là, un key opinion leader avec eux pour pouvoir les aider à aborder le marché des soins intensifs, à faire des machines plus perfectionnées pour le point of care. Et donc, quand je suis revenu au Québec en 2004, j'ai créé une compagnie que Richard avait fait quelques séminaires avec moi dans le temps, qui s'appelait Innovative Critical Care Ultrasound, ICCU, et c'était focusé sur la création de contenu multimédia. J'ai développé, pas moi, mais j'avais des programmeurs avec moi pour développer un site web, presque une trentaine d'heures de contenu multimédia avec des animations 3D et tout ça, qui à ce jour est toujours disponible en ligne. Et avec ça, je donnais des séminaires où on entraînait les gens pendant 2-3 jours. On allait sur place ou eux venaient à nous. Et j'avais une vingtaine d'instructeurs à travers l'Amérique du Nord. Fait que ça l'a grossi. Et là, j'ai commencé à ce moment-là à faire partie de beaucoup de panels académiques, des sociétés, les lignes directrices. Et en 2006, avec 3 autres personnes, j'ai créé une deuxième compagnie où on a créé et breveté un simulateur d'échographie. Parce que ce qui manquait dans l'enseignement, c'était la partie hands-on. Vous savez tous, pour ceux qui font l'échographie, qu'il faut vraiment pouvoir scanner, coordonner les yeux avec la main. Et le problème, c'est quand on fait des cours de fin de semaine, souvent, il n'y a pas de pathologie. C'est tous des jeunes, on prenait des étudiants en médecine, on scanne. Mais là, si tu veux avoir des pathologies, savoir ce que les gens vont faire dans des cas d'urgence, bien, ça prenait un simulateur. Alors, on a travaillé avec des ingénieurs de l'Université de Montréal, on a créé une équipe et on a donc créé un simulateur qu'on a appelé le vMedix pour Virtual Medical Diagnostic Imaging avec sonde de Théo et tout. Et on a commencé à travailler sur le cœur. Et là, quand on donnait des cours, donc, on avait un peu la totale. La partie e-learning, la partie hands-on, la partie simulation. Ça m'a donc permis de voyager à travers le monde pour aller donner des conférences, allant dans des pays aussi loin que l'Australie, en passant par la Chine, le Japon, l'Arabie saoudite, l'Amérique du Sud. Et donc, de rencontrer des gens, fait que toute la partie culturelle, de rencontrer un grand réseau de personnes et aussi de pouvoir partager les connaissances. Et avec toutes ces années-là, à un moment donné, il y avait une réflexion. Et là, on se transporte autour de 2012, au moment où j'ai créé Reax. Alors, la réflexion était la suivante. Il y avait tellement de demandes et de besoins que la demande, les gens, ce qu'ils veulent, c'est scanner. C'est devenir bon en pratique. Grosse demande, mais ça a un effet d'entonnoir où ceux qui donnent le training, ben là, il n'y en a pas tant que ça de monde, surtout au début, qui étaient plus compétents. Beaucoup d'apprenants, mais pas tant que ça d'experts. Et donc, les gens, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des cours, ils devaient donc voyager loin de la maison, loin du travail.
ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et en plus, une fois que tu deviens pas si mal, tu veux maintenir tes compétences. Alors, il y a un côté là-dedans un peu de sustainability ou de scalability qui était difficile à avoir de cette façon-là. Alors là, c'est là que j'ai dit comment on pourrait avoir à distance une façon où je peux être à l'hôpital ou dans mon bureau à la maison et à distance voir non seulement l'écran de l'échographie, donc je veux voir bien sûr ce que la personne voit, mais je veux aussi être capable de voir la façon dont la main est positionnée. Je veux peut-être aussi voir le moniteur du patient. Donc, j'avais un besoin d'avoir plusieurs flux vidéo simultanés de la même origine. Tu sais, nous, présentement, on est connectés sur Zoom, on est plusieurs dans une salle virtuelle. Mais ça, c'était un concept plutôt qu'un ordi pouvait se connecter avec plusieurs sources vidéo et qu'à distance, je puisse les contrôler. Deuxième chose, l'idée était que, comme vous savez, en personne, bien souvent, on met la main sur la main de l'apprenant pour lui dire, bien, tasse un peu, mets plus de pression, fais une rotation comme ça. Alors, je voulais pouvoir faire cette chose-là, mais à distance, ce qui amenait donc un requis de réalité augmentée et de dire, OK, si je veux mettre ma main par-dessus la main de l'autre qui est à 1000 km, il faut que je le fasse de façon interactive, en gardant toujours en arrière que ça se fasse avec des appareils qu'on utilise, les iPads, les ordis, et pas avoir besoin là, de HoloLens à 4000 $ ou d'affaires fancy. Alors, comment peut-on réaliser quelque chose qui va être facile à implémenter à bas coût, puis qui aura quand même un élément technologique intéressant? Et en même temps, en échographie, ben, on veut pouvoir démontrer l'anatomie, on veut pouvoir montrer des clips normaux, des clips anormaux. Alors donc, l'idée était comment on peut avoir toute cette interactivité multimédia. Je n'ai pas trouvé rien à ce moment-là qui faisait ça. Il y avait des Skype, il y avait des GoToMeeting, des WebEx, mais pas de ce genre d'interaction-là. Et c'est là donc que la réflexion et la troisième compagnie est née, qui s'est appelée, en fait, le nom de la compagnie, c'était Technologie innovatrice d'imagerie, qui était juste la compagnie qui était en dessous du produit qui s'appelle Reax. Puis pour ceux qui ne savent pas, ben Reax, en fait, Reax, ça veut dire quelque chose, ça veut dire Remote Education. Le Augmented, c'est pour la réalité augmentée. Communication, training, supervision. Alors, l'idée de Reax a toujours été d'être une plateforme sécure, collaborative, interactive, intégrant la réalité augmentée pour le support, la guidance virtuelle. Ça n'a jamais été le but de dire on va être un Teams, on va être un Skype, on va être un Zoom pour faire de la vidéoconférence, même si oui, tu peux en faire, mais l'idée était de pouvoir avoir une façon de pousser l'enseignement, la supervision à distance, la supervision clinique. Puis même si le point de départ était l'échographie, l'idée était de pouvoir l'appliquer à plusieurs domaines. Et donc, on a parlé de plusieurs entrées vidéo, la superposition des mains pour la réalité augmentée, les outils multimédia. Mais à ça, donc, on avait toute l'infrastructure pour ajouter des choses simples comme la messagerie sécurisée pour pouvoir communiquer avec un intervenant asynchrone, hein, pas juste en direct, mais en s'envoyant des messages et des fichiers. Et bien sûr, au fil du temps, rappelez-vous quand même, il y a 9 ans, la télémédecine n'était pas ce qu'elle est là. Elle était là. On a entre autres Jean-Paul qui est un exemple vivant pour nous dire que ça fait des dizaines d'années que c'était en implantation, mais pas de façon streamline. Et puisque la plateforme permettait de le faire de façon simple, bien, la télémédecine tout simple est encore une des utilisations, même si la plateforme a beaucoup de possibilités. Et donc, en voyant ça, quand on a lancé Reax en 2014, donc 2 années de création, de pilote, pour lancer formellement en novembre 2014, alors que le produit était quand même peu évolué, mais assez pour être lancé. Alors, l'idée était de pouvoir ramener ensemble le cercle de soins, les médecins, les nurses, les professionnels de soins en tout genre, physio, ergo, pharmaciens et les patients, pour qu'ils utilisent la plateforme à travers tout l'écosystème de soins. Donc, que ce soit en prévention, que ce soit côté diagnostic, que ce soit pour des maladies mentales ou pour de la physio à distance ou autre, et pour des follow-up, tu as une chirurgie cardiaque, il faut que tu aies un suivi de plaie. Donc, à travers tout l'ensemble de soins avec l'écosystème de soins, incluant le patient. Et donc, si on regarde un exemple, par exemple, d'utilisation de la réalité augmentée qui n'a rien à voir avec l'échographie, bien, il y a des choses dont, entre autres, les soins de plaie ou les interventions procédurales, surtout beaucoup dans des choses qui peuvent se faire dans des urgences. Vous allez voir ici, donc, je vais arrêter on and off la vidéo. Fait qu'ici, vous voyez un médecin qui a un iPhone, tout simple, qui est sur un petit pied là, pour qu'il puisse être main libre. Et il a dans ses mains un manche de scalpel et une paire de pinces.
Et ce qu'il voit dans son iPhone via Reax, c'est une résidente qui a un iPad qui est mis sur le pied d'un patient qui a une grosse plaie sur le talon. Et elle a besoin d'aide du spécialiste pour le débridement de la plaie. Alors lui, il prend la caméra de son iPhone qui devient superposée sur la caméra, sur le flux vidéo en direct de la résidente. Là, vous allez voir dans 2 secondes. Et il peut mettre ses mains pour l'accompagner dans le débridement de façon très simple parce qu'il prend des vrais outils, son téléphone, il est branché sur le Wi-Fi ou une connexion cellulaire. Et donc, lui, il voit le talon du patient. La résidente, elle, son iPad est sur un petit pied, comme vous voyez, qui est pris après le soluté. Elle a un vrai scalpel avec une lame, avec sa paire de tweezers. Et elle voit les mains du médecin qui sont littéralement dans son champ visuel. Et c'est hyper simple parce que c'est vraiment un accompagnement en direct où il peut lui dire débride un peu là, arrête là, coupe ce petit bout-là. Et donc, très simple, avec les équipements qu'on a tous avec nous, avec la bande passante au moins minimale. Là, bon, les hôpitaux, ce n'est pas toujours terrible, mais une bande passante adéquate fait l'affaire. Et on peut donc avoir des soins précis, augmentés, comme vous pouvez voir, et qui sont quand même bien différents que juste faire une vidéoconférence et de dire, ben oui, regarde, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et donc, ça, c'est un exemple. Maintenant, prenons un exemple en échographie, mais prenons un exemple encore plus parlant avec des enfants. Alors, pendant quelques années, cette vidéo-là date de 2017. La Polytechnique faisait un camp super intéressant l'été avec Sainte-Justine qui s'appelait Folie Technique. Et pendant une semaine, des jeunes de 14 à 17 ans peuvent aller à ce camp-là pour se familiariser avec les hôpitaux, autant du côté équipement, du côté clinique, du côté procédure. Et moi, on m'a demandé quelques années d'affilée de donner un cours à distance pour leur montrer comment faire l'échographie. Alors, ce que vous voyez là, en fait, c'est l'écran de React. C'est mon laptop que je faisais un screen capture. Et les enfants, les ados, avaient 3 caméras. Ils avaient en fait une caméra qui était sur un petit fantôme qu'ils peuvent pratiquer à mettre des aiguilles, une caméra d'ensemble et l'autre, c'est une machine d'écho. Donc, qui était branchée, un vidéo out qui allait dans l'ordi. Et moi, à distance, je vois toutes les feeds vidéo. Je peux les contrôler. Puis comme vous allez voir ici, je peux mettre des images, des vidéos que je superpose par-dessus les flux vidéo. Alors ici, je mets des vaisseaux par-dessus mon cou pour leur expliquer l'anatomie. Et là, ici, je prends une seringue avec une aiguille 3D pour expliquer où on met l'aiguille quand on fait une ponction. Et là, je prends des objets 3D qui sont dans ma librairie et je manipule la sonde, l'écho pour expliquer l'anatomie. Et là, eux sont là, ils regardent l'écran et ils apprennent en osmose. Et là, donc, je mets ma main par-dessus le cou du jeune. Et là, ben, l'autre jeune, lui, tient la sonde dans sa main. Puis je lui dis, ben, dépose la sonde sur ma main. Et là, il regarde l'écran, il met sa sonde sur la main, sur ma main. Et moi, je vois l'échographie. Alors, lui, il a l'impression, je fais une échographie en direct. Et là, on pousse un peu plus loin. Je leur demande de prendre la seringue avec l'aiguille, de positionner la sonde à 45 degrés, de mettre l'aiguille en dessous. Et avec un accompagnement avec des objets 3D, ben, en une ponction, un jeune de 16 ans qui n'a jamais pris une aiguille et une seringue dans sa main, qui n'a probablement jamais touché à une sonde d'échographie, fait l'équivalent d'une éco-guidance pour, disons, faire une prise de sang. Alors, ça démontre comment cet élément-là d'interaction peut amener des procédures pas nécessairement complexes, mais les jeunes sont super bons dans le 3D, le spatial avec les jeux vidéo, et donc peuvent être rapidement entraînés à faire ce genre de procédure. Ici, on a une petite vidéo avec le docteur Bojanowski qui ont fait un projet pilote, ça date de 2015, où ils ont fait 20 cas en neurochirurgie, autant au cerveau que dans des chirurgies de la moelle au dos. Et eux prenaient 2-3 caméras, branchaient aussi la fluoroscopie et branchaient le microscope. Et le patron est dans son bureau. Et bon, on s'entend que ce n'est pas un résident en neurochirurgie R1 qui a fait 2 procédures, là. C'est des résidents ou des fellows. Mais le projet était pour voir est-ce que les fellows apprécient être seuls dans le bloc opératoire, même si le patron est 2 étages plus haut dans son bureau, pour vraiment tout leader l'équipe et avoir une supervision directe. Et donc, ça a été le projet est publié, ça a été fait par le Bureau d'évaluation des technologies médicales, le BETMIS du CHUM, qui est disponible sur Internet. Alors ici, vous voyez une caméra qui est branchée dans un ordi qui est en salle d'op et le microscope, vous allez voir, est branché aussi dans l'ordi. Alors, le chirurgien est dans son bureau, peut voir en direct la webcam pour voir la vue d'ensemble. Ici, la fellow parle avec lui, il discute de la dissection autour d'une des veines. Et ça, ici, c'est la vue au microscope. Et Dr. Bojanowski, dans son bureau, a un chopstick
et peut la guider ici, comme vous voyez, en lui disant « OK, va un petit peu plus à droite, oui, la dissection est bonne et tout ». Et donc, ça vous montre que on peut avoir un peu n'importe quel projet de guidance avec flux vidéo et tout. Et donc, à ça, c'est toujours important quand vous créez un produit de penser à votre propriété intellectuelle, de penser à la partie unique de la chose. Aussi simple que d'avoir un certificat à l'Office de la propriété intellectuelle, l'OPIC, à Ottawa, qui coûte à peu près 25 $. Moi, en 2012, j'avais écrit, ou 2013, là, quand j'ai choisi le nom Reax, tu remplis ça en ligne, tu envoies ton chèque ou tu payes en ligne maintenant, et tu peux dire, j'ai créé telle chose, et au moins tu reçois un certificat qui dit, c'est un copyright, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a quand même office d'avoir créé quelque chose. Et ensuite, on a incorporé une marque de commerce pour le mot hyperprésence, pour le nom Reax et pour le logo Reax. Alors, en ayant une marque de commerce, même si à ce moment-là, on n'était pas connu ou ce n'était pas une grosse affaire, mais ça fait qu'il n'y a aucune autre compagnie, puis nous, on l'a fait pour l'Amérique du Nord, qui peut utiliser le mot hyperprésence dans un contexte technologique comme on l'a fait, qui peut prendre le mot Reax, le logo Reax. Alors, vous créez à l'avance cette valeur-là pour que si un jour, vous faites un merging, une acquisition ou autre, vous êtes unique, vous avez une propriété intellectuelle. Et on n'a pas fait de brevet. J'en avais fait un quand j'étais avec l'autre compagnie pour le simulateur, parce qu'en logiciel, en software, il y a tellement de façons d'arriver au même chemin en changeant des petites choses dans le code que dans certains cas, le brevet va être difficile soit à obtenir ou un brevet est aussi bon que comment tu peux le défendre. Alors, si Google arrive puis vole toute la technologie, puis je veux dire, on n'aurait pas été capable de rien défendre de toute façon. Alors, l'innovation, c'est souvent de prendre beaucoup de choses qui existent, de les mettre ensemble et de les faire fonctionner dans un cadre donné. Et c'est ce qu'on a fait avec Reax. Donc, d'amener plein de choses qui existaient ici et là, mais de les faire fonctionner. Et il y a quand même beaucoup de façons d'avoir la propriété intellectuelle. Et donc, à travers le temps, on a pu disséminer Reax à travers le monde. Dans une centaine de pays, et puisque c'est un outil, il y a plein d'utilisations différentes qui ont jailli de nos utilisateurs. Entre autres, beaucoup d'utilisations en soins de plaie. À Québec, on est utilisé dans le programme de télépathologie pour toute la partie live, lorsque le pathologiste assiste un technicien à distance à préparer un spécimen. Ça a été utilisé donc pour de la télémédecine. On a travaillé beaucoup avec Médecins sans frontières et donc beaucoup d'utilisation et de collaboration à travers le monde. Des choses super intéressantes. Ici, vous voyez une petite vidéo faite par l'équipe de Sherbrooke de téléassistance en soins de plaie où eux, ils ont amené à la maison, avec une petite tablette, un pied de micro, une webcam, l'expertise des infirmières de soins de plaie où un infirmier ou une infirmière avec pas tant de connaissances pouvait être les yeux et les mains à domicile pendant que l'infirmière stomothérapeute experte, elle, reste au centre universitaire et peut connecter en direct à plusieurs sites et donc d'amener à domicile l'expertise en ayant des façons simples de communiquer via un cellulaire qui sert de hotspot. Et donc, ça, on parle de 2015 ici. Alors, c'est des belles choses qui se sont déployées au Québec dans les dernières années, bien avant la pandémie. Une petite chose intéressante, puis j'avais rencontré François, je pense, à ce moment-là, en 2014, au Grand Prix de Montréal, où on avait fait une session avec Reax intéressante. Je vais vous montrer ici, on avait mis Reax à l'hôpital de piste pour que dès qu'un blessé arrivait, on commence une session en direct avec l'équipe de trauma qui est à l'hôpital Sacré-Cœur et qui puisse voir en direct tout ce qui se passe. On faisait même le trajet en hélicoptère avec une diffusion en direct avec une tablette et une connexion cellulaire pour que l'équipe puisse donc voir le blessé, toute la réanimation, tout ce qui se fait, le transport en hélicoptère qui dure 6 minutes. Et quand l'hélicoptère atterrit, là, ils lâchent la TV puis ils s'en vont dans le trauma room, mais ils connaissent toute l'histoire, ils ont tout vu ce qui est arrivé. Et on était donc là pour pouvoir, on avait connecté Reax avec des connexions cellulaires, des webcams et tout. Et ce que je vais vous montrer, en fait, ce n'est pas une simulation. Il y a eu un accident à un moment donné d'un pilote, je pense que c'est la Formule 1600, un monsieur de 70 ans, un ex-général de l'armée canadienne, qui avait une GoPro sur son auto, qui a frappé le mur, son pneu arrière a pogné son casque, il a convulsé. En tout cas, puis finalement, il s'en est bien tiré, puis il nous a donné son footage c'est pour ça qu'on a la petite vidéo que je vais vous montrer. Puis on voit donc un peu comment ça s'était déroulé. Alors, donc, on rentre un peu dans la première ligne. Alors, je le pars. Alors, malheureusement, boing,
il attrape la bande, le pneu lui frappe sur la tête. Et là, vous allez voir ici, à partir de la GoPro, on voit les paramédics, les linemen et tout qui arrivent. Il est amené par ambulance à l'hôpital de piste. Alors là, ça n'a rien à voir avec Reax pour le moment. Et là, nous, on appelle à Sacré-Cœur, puis moi, j'étais dans le rôle du coordonnateur, entre guillemets, à ce moment-là, pas du médecin. Et là, donc, on a des webcams, l'équipe s'occupe du patient, on le connecte sur les signes vitaux. L'urgentologue qui est en charge de regarder, de prendre le transfert, elle est là. On se connecte, non seulement avec des caméras fixes, mais aussi avec des tablettes mobiles. Et à distance, tous les flux vidéo sont envoyés en live avec le moniteur patient pour être capable de tout voir l'information en direct. Et une fois que tout est prêt, on garde la tablette qui est sur une connexion cellulaire et c'est moi qui suivais avec la tablette. Ce n'est pas une caméra, hein, c'est une simple tablette connectée sur Reax. Et ensuite, une petite place dans l'hélicoptère avec transmission en direct pour se rendre jusqu'à l'hôpital. Occasionnellement, il y avait des petits ralentissements de la connexion là, dans le trajet. Ça, c'est ce qu'on voyait en live de l'hôpital. Et donc, c'est vraiment de dire comment on peut prendre ça même, puis ça se rapporte un petit peu au projet d'ambulance, hein, si on veut, jusqu'à un certain point, d'amener même en première ligne, même dans la partie transport, une intervention qui peut nécessiter une certaine guidance. Et donc, c'est aussi dans ce contexte-là qu'on a commencé en 2016 à travailler avec Médecins sans frontières. J'utilise Reax maintenant depuis plusieurs années dans plusieurs endroits très reculés, entre autres pour notre capacité à fournir une bonne connectivité, même quand la connexion n'est pas super bonne. Et au fil du temps, vous vous rappelez que je travaillais avec Philips depuis 2002 comme Key Opinion Leader. Bien, en 2015, Philips était sur le bord de lancer sa sonde portable que vous voyez ici qui s'appelle le LUMEFY. Et le concept est que chaque médecin ou chaque professionnel qui a à interagir avec des patients qui ont besoin d'échographie puisse avoir son propre appareil branché sur son smartphone. Alors, l'idée était de dire, ben, on veut pouvoir avoir non seulement les médecins, mais aussi les sages-femmes, les paramédics, les étudiants. Alors, j'ai été abordé par Philips en mars 2015. Ça faisait 6 mois qu'on avait lancé l'application et ils m'ont dit, écoute, on se rend compte que tu travailles avec nous depuis longtemps, puis nous, on aimerait te montrer une nouvelle sonde qui va sortir et on aimerait voir si on pourrait intégrer la connectivité de l'application Reax dans le système pour qu'en touchant un bouton, on puisse avoir quelqu'un qui est n'importe où dans le monde, n'importe à quelle place, et qui se connecte et qui voit l'échographie, qui voit la caméra de la tablette. Et là, imaginez-vous, moi, ça faisait 15 ans que je travaillais sur le point of care ultrasound, essayer de démocratiser l'échographie. Et là, tu as cette opportunité-là de pouvoir faire affaire avec un géant technologique pour amener cette technologie-là à travers le monde. Alors, bien sûr, vous vous doutez que j'ai dit, bien sûr, on y va. Alors là, tu dis, on va faire ça sans problème, et dès qu'ils sont partis, tu vas vomir dans la toilette, parce que là, tu te dis, OK, comment on va le faire? Et ça, c'est pas un problème, on va trouver la façon de le faire après, chose qu'on a trouvée. Et ça l'a donc amené, après 3 ans de développement, qu'on a lancé en grande première mondiale en 2018, l'intégration de Reax dans le LUMEFY. Et je tiens à vous montrer qu'à ce moment-là, nous, on est demeuré indépendants. Alors, c'était Reax intégré à LUMEFY. Alors, nous, on gardait nos propres affaires, on licenciait Reax à Philips. C'était donc pas un produit Philips, c'était donc une collaboration, une intégration. Et donc, je vous montre une petite vidéo. Puis, je ne sais pas s'il y a du son, je pense que non, mais je vais la commenter par-dessus. Alors, la petite vidéo ici était la vidéo qui démontre 3 scénarios. Alors, vous allez voir un scénario d'un étudiant en médecine, un paramédic et le scénario d'une sage-femme. Et donc, l'idée, c'est 3 personnes qui font une utilisation différente, mais qui n'ont peut-être pas toute l'expertise dans leur apprentissage, dans leur interprétation clinique. Alors, l'étudiant fait une échographie, a besoin de connecter avec son patron, s'en va dans la tablette, rentre son email password Reax et, en cliquant sur un bouton, est connecté avec la patronne à distance qui voit ses images, qui voit sa caméra et ils peuvent interagir. La sage-femme peut faire l'échographie, montrer le positionnement du bébé. L'obstétricienne peut voir comment la sonde est placée. Et il y a tout le volet interactif où ici, l'obstétricienne peut interagir avec la patiente et faire comme une téléconsulte en même temps. Et ici, on a le paramédic qui fait le sliding lung pour voir si un pneumothorax avec l'urgentologue sur son iPhone qui regarde et qui conseille pour voir
s'il y a du liquide libre, s'ils font l'examen FAST ou s'il y a un pneumothorax. Alors, donc, ça vous démontre un peu ce que ça ouvre comme utilisation. Et par la suite, ben là, on travaillait déjà avec plein de gens dans des pays en voie de développement et tout. Et en 2019, il y a eu une présentation aux Nations Unies de Philips sur un projet super qui a été fait avec une équipe qui s'appelle Pure, qui donne, c'est des médecins d'un peu partout dans le monde qui font de l'enseignement à distance. Ils vont aussi sur place et il y a une partie à distance. Ça, c'était un projet qui est encore en cours aujourd'hui à Kigali, au Rwanda, où des urgentologues ont des accompagnements à distance pour des échographies cardiaques. Et ensuite, ben, il y a eu des projets en République dominicaine, au Nigeria, au Pérou, tous des projets qui sont toujours là pour connecter des experts. Et j'ai plein de cas, de situations où ça a même sauvé des vies, que ce soit en péri-opératoire, que ce soit, ils ont trouvé une tamponnade, comment l'adresser. C'est incroyable et de pouvoir voir donc cet impact-là mondial ultimement sur les patients. Alors, de 2015 à 2016, à 2017, 2018, on a tellement intensifié la collaboration avec Philips qui voulait nous incorporer à travers tout leur écosystème qu'à un moment donné, c'était rendu tellement large que là, je dis, bon, ben écoute, on est très intéressé de travailler avec vous autres, mais je pense que finalement, on est presque mieux d'être dans la même compagnie. Alors, c'est là qu'en juin dernier, on a annoncé l'acquisition de Reax par Philips. Et la beauté de la chose, c'est que nous, on devient, comme vous voyez ici dans la phrase, là, un Montreal-based Philips Center of Excellence. Alors, non seulement toute mon équipe est demeurée en place, on l'a grossi d'à peu près une quinzaine de personnes et c'est nous, présentement, qui sommes l'espèce de centre mondial qui développons des projets à travers le monde et qui sommes l'expertise de Philips qui se greffe à d'autres des projets. Et donc, on a pu non seulement garder notre expertise puis nos gens à Montréal, mais le faire croître. Et donc, vous vous doutez que dans le contexte de la COVID, tout ça est arrivé dans ce contexte-là, dans un contexte où j'ai mon habit du dimanche ici avec ma coupe COVID où j'avais les cheveux pas mal plus longs après quelques mois. Et donc, des patients surtout ceux très malades aux soins intensifs, qu'on a besoin de monitoring. On ne peut pas mettre nos stéthoscopes, on peut pas on les examine, mais avec des gros gants, tout ça, c'est difficile. Alors, l'échographie a pris un rôle incroyable. Et donc, quand on regarde ici une petite vidéo où vous allez voir l'évaluation d'une résidente, OK? Alors ici, elle est dans une chambre COVID. Puis un point important était que c'est pas parce que c'est la COVID qu'on devait perdre notre mission universitaire puis plus pouvoir faire d'enseignement. Et on ne voulait pas non plus être 6 dans une chambre avec tout le gear. Fait que on a pu donc dire à nos résidents, tu t'habilles, tu arrives avec la sonde, on se communique avec Reax, même si je suis juste là au bord de la porte, je vais voir tout ce que tu fais, je vais te guider sur comment faire et donc ton apprentissage peut se poursuivre. On donne le meilleur soin aux patients et si je suis ailleurs, si je suis à la maison ou n'importe où ailleurs, je peux me connecter quand même. Alors ici, je peux voir, moi, sur mon ordi, en live, tout ce que la résidente est en train de faire. Vous allez reconnaître le lung sliding. Donc, pour évaluer, OK, qu'est-ce que le parenchyme pulmonaire a l'air, le sliding, y a-t-il des épanchements pleuraux? Et j'avance un peu dans la vidéo. Elle, donc, elle fait son scan. Elle me voit dans le système. Je peux lui demander de tourner la machine pour voir là où elle scanne. Et on a donc cette interaction-là. Et ce qui est super intéressant, c'est que, je pensais que j'avais une autre diapo, mais c'était ma dernière, c'est que par la suite, il est sorti beaucoup d'articles et de choses, approbation du FDA pour l'utilisation de Reax et l'MFR dans la COVID-19 et tout. Et donc, depuis ce temps-là, on a des projets à travers le monde où moi, j'ai pu m'occuper de leader la compagnie en termes de trouver du financement, parler aux actionnaires et tout. Je suis maintenant plus dans la partie de directeur médical où je peux avoir, je ne vous dirais pas juste le fun, mais donc la composante de pouvoir participer à des projets à travers le monde. J'entends des choses qui s'en viennent là, que je ne peux pas vous parler, très flyées et très intéressantes, tout en gardant la clinique et d'être en contact avec l'innovation et tout. Alors, Richard, là-dessus, comme je te disais, je voulais faire un petit peu un wrap-up du parcours. Et donc, je te renvoie la parole. J'espère que je ne vais pas trop parler, mais pour rendre un peu plus visuel l'espèce de parcours au fil des ans. Merci infiniment, Yannick. C'est vraiment impressionnant tout ton parcours au sens large, mais aussi l'évolution de Reax maintenant avec Philips.
c'est sûr et certain que je te connais depuis longtemps, tu ne fais pas ça pour l'argent, tu ne crées pas des innovations pour faire de l'argent. Euh, mais qu'est-ce qui te garde motivé comme ça à travers les années? Parce que, je veux dire, la plupart des innovateurs, j'ai vu que tu as passé à travers plusieurs étapes là, avec toutes tes innovations. Qu'est-ce qui fait que tu restes là? Qu'est-ce qui fait que tu persistes à travers toute l'adversité d'un innovateur? D'abord, à quoi doit s'attendre un innovateur dans le système de santé québécois présentement? Mettons, tu pars quelque chose, on a SecMed, là, Ouais. Sylvain Croteau, là, à quoi ça. Et puis, en quoi est-ce que ce que tu as fait, comment tu fais, c'est quoi ton succès? C'est quoi Alors, la première chose, je te dirais, c'est, puis tu sais, ça revient un petit peu à la question sur la motivation. Puis comme tu as dit, si quelqu'un se dit, bon, hey, c'est quoi le trend ces temps-ci? Premièrement, quand quelque chose est rendu un trend, il est beaucoup trop tard. Alors, tu sais, alors que tu dis, ah, ça, je vais me lancer là-dedans, il y a un bon business model, il y a beaucoup d'études de marché. Wrong answer. Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler sur React, ça fait 9 ans, bien avant la COVID, bien avant beaucoup de besoins que. Ce que Steve Jobs disait, puis je trouvais merci pour la comparaison qui est un peu trop forte au début, mais Steve Jobs disait moi, je ne fais pas trop de focus group avec des gens parce que they don't know what they don't know. Alors, si tu les questionnes sur hey, qu'est-ce que tu veux? Ben, ils vont dire ah, moi, je veux ça. Soit que ça va être un éventail de choses tellement larges que c'est pas faisable, mais eux ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, ça a l'air bizarre à dire, mais le client, souvent, ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il ne sait pas ce qu'il pourrait avoir. Alors, d'arriver puis de dire écoute, le besoin, là, il y a un besoin dans cette chose-là. Puis, comme utilisateur, vous avez certainement, tu sais, dire il y a un problème. Chaque innovateur a son histoire un peu de la motivation. Puis si tu le sens, ce besoin-là, pour moi, c'est viscéral. Une fois que je le sens et qu'il m'habite, ce besoin-là, là, ben, je ne suis pas capable d'arrêter tant que je ne l'aurai pas comblé. Tant mieux, ça pourrait être au lieu d'être de la drogue ou une affaire comme ça, ben, c'est de l'innovation. Alors donc, dans ICCU, quand j'ai commencé, puis que j'ai commencé au début à voir, ça m'a, je vous dirais, ça a fait bizarre à dire, ça m'a fait peur. Parce que j'ai dit, c'est tellement gros, ce besoin-là du point of care ultrasound, puis là, retourner 20 ans en arrière, puis à l'urgence, c'était en 90 que le FAST a commencé, mais c'était pas mal isolé à l'urgence. Les urgentologues ont passé à travers vent et marée avec les radiologistes pour se faire accepter. Ça a été un petit peu plus facile pour les soins intensifs. Thank God, les urgentologues avaient défriché beaucoup de chemin avant. Mais donc, ça fait quand même 20 ans et ça commençait. Puis là, je me disais, aïe, aïe, c'est évident que ça va être énorme, mais c'est pas grave, on fonce. Et donc, la motivation, puis ce qui permet de continuer encore maintenant, c'est de pouvoir créer. Et comme disait Steve Jobs encore, de pouvoir te rendre compte que quand tu pokes ton doigt dans l'univers comme ça, tu es capable un peu de le déformer. Tu es capable d'avoir un impact. Une fois que tu dis, aïe, aïe, mon Dieu, je ne fais pas juste être dans le vide, je suis capable de créer quelque chose. Ben ça, c'est assez addictant. Addictant, je ne sais pas si ça se dit, mais ça te rend addict de dire, waouh, je suis capable. Alors là, quand j'ai vu que, waouh, j'ai créé un impact dans l'enseignement, j'ai créé un impact dans la compétence des gens, dans leur intérêt. Et là, bon, mais tabarnouche, on va créer un simulateur. Ensuite, waouh, on aide des gens à mieux comprendre, à mieux travailler. Puis ultimement, alors ça, cette motivation-là qui vient d'avoir des antennes puis de dire, il y a un besoin. Et tu disais tantôt d'amener des produits à terme, ça, c'est l'autre partie. Puis dans le système québécois ou dans d'autres systèmes, le mot le plus important, c'est la persévérance parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et quand tu sors un peu de la partie initiale de la création, puis que là, tu rentres dans la commercialisation, ça, c'est une deuxième tempête parce que là, ça coûte cher commercialiser. Et souvent, comme docteur, tu sais, moi, j'ai toujours été passionné par ce que je faisais, puis j'ai toujours haï faire de la vente. Je me suis jamais senti comme un vendeur, parce que je me disais, je parle aux gens d'une solution qu'ils ont besoin, puis s'ils en ont besoin, puis que tu ne vends pas ça à un prix de fou, c'est naturel l'étape d'après d'amener l'adoption. Mais même si on n'aime pas la vente, il y a une composante de marketing, de vente, de mise en marché qu'il faut soit faire ou s'entourer des bonnes personnes. Alors, la persévérance, s'entourer des bonnes personnes, c'est majeur parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Vous avez une belle équipe et tout. Puis Richard est un gars d'équipe qui a travaillé avec beaucoup de monde au fil du temps. Fait que ça, c'est hyper important.
Puis bien sûr, j'aime toujours, puis c'est toujours super important de mentionner ma femme là-dedans. On a toutes nos balises autour de nous, mais d'avoir la chance d'être bien appuyé. J'ai 3 enfants, tout ça, et de pouvoir vivre à travers tout ça. Ça a été aussi super important. Puis, dernier point, dans le système de santé québécois, c'est particulier parce que, nous, jusqu'à temps que la COVID arrive, on était, et je pense qu'on est encore la seule solution qui fait là, de la vidéoconférence et tout, qui est certifiée pour la sécurité et tout par le ministère de la Santé. On s'est fait, c'est très, 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 très rigoureux, le certificat qui existait. On a passé presque 3 ans à tout faire ça. Et on nous a imposé des normes de sécurité tout à fait correctes, c'est-à-dire, vous devez absolument demander à ce qu'un compte soit créé quand quelqu'un rentre dans l'app. Il a un courriel, un nom d'utilisateur, un mot de passe. C'est-à-dire, un courriel qui est le nom d'utilisateur et un mot de passe. Ils doivent le changer à chaque année. Et donc, on a appliqué toutes les lignes directrices et plus ça allait, plus les choses étaient en déploiement. Et là, quand la pandémie est arrivée, bien sûr, on a eu une adoption importante au Québec, mais tranquillement, là, on nous disait « Ah, ben pourquoi il faut créer un compte avec Reax? Alors qu'avec Zoom, on m'envoie un lien, je clique dessus, puis ça part. C'est trop compliqué, votre affaire. » Puis là, on était comme « C'est pas compliqué. C'est une norme de sécurité pour qu'on puisse journaliser les communications. » Et on s'est fait imposer de mettre ça. Alors, venez pas nous dire que c'est compliqué, c'est vous qui nous l'avez imposé. Ça aurait été bien plus facile. Alors donc, il y a eu un peu Là, on rentre et il y avait un besoin urgent de solution. Fait qu'on était tout à fait d'accord à ce qu'il y ait plein de choses, mais le Québec, souvent, vont mettre beaucoup d'étapes et il faut donc souvent sortir du Québec pour avancer. Ça ne veut pas dire de ne pas être au Québec, mais il faut que la commercialisation d'un produit, si vous êtes capable, tout dépend de ce que vous ayez le Canada, vous avez les États-Unis et le reste du monde, parce qu'il y a beaucoup d'étapes au Québec, il y a beaucoup... Et vous avez vu pendant la COVID plein de reportages à gauche et à droite, des belles choses locales qui ont été faites, écœurantes, et à un moment donné, tu te fais bloquer, et qui passe par la porte d'à côté, ben, tu vas avoir les Microsoft, les Zoom et tout, qui font des très bons produits. C'est pas du tout de... Mais ça amène des fois à dire, ben, est-ce qu'on peut avoir une façon au Québec pour l'adoption et la commercialisation des innovations québécoises, oui, qu'il y ait pas un fast track, mais une façon de les mettre dans nos systèmes. Fait qu'il faut vraiment persévérer, bien faire les choses, mais avoir toujours une perspective plus large que le Québec, parce que parfois, c'est long. C'est pour ça qu'il faut être patient et persévérant. Alors, c'est une longue réponse, mais qui couvre plusieurs angles par rapport à la motivation, qu'est-ce qui fait que ça continue, puis certaines des difficultés qu'on rencontre à travers le parcours. Merci, Yannick. Là, je ne sais pas si les gens ont observé Yannick Beaulieu, puis je ne sais pas si les gens ont tous saisi la complexité du développement de Reax, toutes les étapes. C'est quoi ce produit-là? C'est extrêmement complexe à plusieurs niveaux d'avoir créé ça. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, capacité de mobiliser plein de monde. Je dois souligner que Yannick Beaulieu a fait des dizaines et des dizaines de présentations pour nous dans les projets ruraux, toujours été là à 24 heures d'avis pour présenter ce produit-là. Donc, lui-même, c'est assez incroyable. C'est sûr que tu as un niveau d'énergie qui est difficile il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ton énergie, en fait. Je sais que tu es musicien, tu es un père dévoué aussi. J'ai eu le plaisir de rencontrer ta femme. Elle m'a dit comment tu es dévoué pour la famille. Tu es vraiment... C'est assez incroyable, ta capacité. Là, je veux te poser une question. C'est sûr que, d'ailleurs, nous, même dans le Living Lab, on a fait face à plusieurs embûches juste avec React. Présentement, on est sur un projet d'investissement de temps, d'énergie avec SUS Capital National eux-mêmes. On dit React, on trouve ça intéressant. On a de la misère à transférer on manque de médecins et de personnel pour transférer les patients. Donc, on pense qu'en utilisant React, ça pourrait nous aider dans les transferts à distance. Puis nous, on a dit, bien, c'est une très bonne idée, mais ce qu'on veut surtout, c'est de permettre aux gens de jouer avec cette technologie-là parce qu'on va pouvoir la déployer ailleurs. Donc, on le voyait vraiment d'une façon globale. Mais on a quand même eu des embûches parce que, justement, comme tu dis, Teams est arrivé.
Puis, ben, les licences, on voulait couper les licences de React. Puis, il a fallu se défendre, mais les gens étaient très ouverts là, dans le Suisse Capital National à cette idée-là, mais il fallait travailler pour dire c'est pas Teams. OK, voici le potentiel. Je suis content qu'aujourd'hui, on a cette vidéo-là, on a ta présentation, puis on va juste pouvoir peser sur Play, transférer cette vidéo-là parce que tu fais ce point-là. Je veux dire, Yannick, mais j'ai une question, les gens qui t'observent aujourd'hui, ça a l'air vraiment plus facile que ce l'est, se rendre où ce que tu es rendu. Je pense que c'est important que les gens le voient. C'est comme dans l'annonce, asseyez pas ça à la maison. Là. Bon, le leadership, c'est extrêmement difficile. Ça prend un temps fou, une dévotion, beaucoup, beaucoup de qualité, la créativité. Tu coches beaucoup, beaucoup de cases. C'est quoi un leader finalement idéal? Tu es une personne très humble et tu réussis à balancer bien ta vie de ce qu'on voit en tout cas de l'extérieur. Ma question, c'est est-ce que tu crois que tu surestimes notre capacité comme médecin, comme clinicien, à utiliser une technologie comme React? En fait, je pense que, comme on sait tous, par rapport à, appelons ça les soins virtuels, puis tu sais, quand on parle de télémédecine, c'est très large. Hein? Tu sais, souvent, les gens disent télémédecine, puis Jean-Paul est bien au courant de ce contexte-là. Les gens disent télémédecine, puis ils pensent vidéoconférence. Alors que la télémédecine, c'est l'assistance à distance, c'est la consultation entre praticiens, c'est le télémonitoring, c'est la téléguidance. C'est très large. Quand les soins virtuels sont arrivés, écoute, il y a quelques semaines à Sacré-Cœur, il y a eu une présentation, il y a eu un sondage qui a été fait. Nous, dans notre Suisse, il y a 3 hôpitaux, Sacré-Cœur, Fleury, Jean Talon. Fait que les médecins, à peu près 170 médecins, ont répondu au sondage sur la télémédecine. En avez-vous fait et tout ça? Et pour les gens, la télémédecine a beaucoup été le téléphone. Hein, on le sait tous. Et quand ils demandaient qui utilise de façon régulière la vidéoconférence pour voir des patients, ben, le pourcentage était de un gros 2 %. Et ça, c'est des mois et des mois et des mois et des mois après la pandémie. 2 %. C'est sûr qu'avant la pandémie, c'était peut-être 0,05 %. Je veux dire, c'était tellement bas que 2 % on peut dire que c'est un début d'adoption. Mais on voit donc que malgré que les médecins, à part peut-être ceux qui sont là aujourd'hui un peu plus techno et tout, sont pas évidents l'adoption du changement. Ceux qui travaillent dans les dossiers médicaux électroniques le savent. Ça fait 30 ans que les dossiers médicaux électroniques sont déjà là et que il y en a encore qui vont dire « moi, en tout cas, écrire, ça va bien. » là, t'sais. Et donc, tout ce qui est soins virtuels, guidance à distance, il faut qu'il y ait une motivation, il faut qu'il y ait un besoin parce que c'est pas magique. C'est ça le problème. Je pense que les médecins, puis c'est un petit peu frustrant des fois quand les gens pensent que il va y avoir des petites langues de feu qui vont tomber d'en haut et soudainement, ils vont être experts. Ça prend un peu de commitment, ça prend l'équipement de base, l'Internet, aussi un support secrétarial ou logistique pour que les rendez-vous se prennent, pour que les gens... Et donc, c'est pas juste les médecins, les coupables, entre guillemets. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait... Puis moi, mon commentaire au ministère et à d'autres intervenants du réseau, dans le contexte post-pandémique, ça a été de dire ne soyez pas leurrés de penser que parce que là, il y a eu une adoption des soins virtuels qui demeure, selon moi, très basse, qu'on a bien adressé le problème. Parce qu'on n'a pas créé un écosystème qui va amener la technologie à être déployée. Ça a été d'urgence. Bing, bang, on donne des liens puis on se connecte. Mais la mentalité, le support n'est pas là encore. Et plus là qu'il était. Mais donc, la réponse, c'est que je pense que les médecins, on ne les surestime pas. Il faut qu'ils puissent avoir les conditions gagnantes pour facilement utiliser la technologie. Ce n'est pas juste la technologie, parce que c'est la partie presque facile, la technologie. C'est ce qui vient autour. Et tant que ça ne sera pas là, cette adoption-là ne sera pas plus large. Puis je ne parle pas, tu sais, React, c'en est un, la télémédecine conventionnelle de base. Mais si la motivation, ça prend un champion. Tu sais, comme dans votre équipe, avec le projet du Living Lab, vous avez quelques personnes ressources, quelques champions qui prennent un ownership, qui vont mettre la bonne équipe ensemble. Ça, c'est sûr que c'est très winner pour mettre des projets de l'avant. Malheureusement, souvent, ces champions-là n'ont pas le temps, n'ont pas de ressources. Fait que c'est un petit peu le constat que je te dirais. Alors, je lance une partie de pierre aux médecins, des fois, de
peut-être pas être assez visionnaires ou innovants dans leur utilisation de la technologie comme React, mais je pense que c'est un peu plus systémique le problème. Merci Yannick. Dis-moi, tu as lu quand même sur le Living Lab, un peu, on s'en est parlé à travers les années, c'est sûr que ça évolue beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de projet-là, de plateforme pour développer, implanter des innovations? Donc, tu as comme un milieu un peu, on veut tester des choses, on veut prioriser des solutions selon les besoins des différentes parties prenantes. Mais en fait, le but aussi, c'est d'amener de la technologie en partie assez intéressante et utile et funky pour attirer des jeunes qui voudraient changer des choses, puis créer une atmosphère d'innovation, un climat d'innovation. Qu'est-ce que tu penses du potentiel de ce genre de truc-là pour tester, être une sorte de hub dans ta perspective? Moi, je pense que c'est formidable, puis vous devriez être un exemple, je pense, pour les facultés de médecine, pour le Québec. Moi, je pense que ce genre de Living Lab-là devrait faire partie intégrante, non seulement, c'est sûr que là, vous avez vraiment une équipe motivée, des besoins plus précis en région et tout dans le contexte, mais ce concept-là devrait être intégré dans le curriculum de médecine. Alors, non seulement des gens motivés comme il y a, vous avez des étudiants, des gens d'expérience, des gestionnaires, des médecins. Je pense que ce que vous êtes en train de développer devrait être développé à la grandeur des centres universitaires ou des plus petits centres ou conjointement, hein, comme c'est le cas avec le CIUS de la capitale nationale et tout, et que les étudiants en médecine, soit étudiants ou résidents, doivent faire partie de ces projets-là. Fait que, vous n'auriez pas de problème de staffing, un peu comme on fait des stages en région pour être exposé ou autre, parce que ça prend plus de cliniciens innovateurs et il faut que la mentalité du Québec change. Parce que, tu sais, comme tu as dit tantôt, quand tu es en... Moi, je pense que j'ai bien réussi à travers mes 3 compagnies en 20 ans d'innovation puis de médecine à garder une crédibilité où, malgré la partie business, la partie affaires, innovation et tout, ben, tu demeures que tu amènes des solutions. Puis malheureusement, au Québec, souvent, dès que tu as du succès ou qu'il y a une partie innovante, une partie qui a la partie argent et tout, c'est comme là, oh my God, c'est comme ça, là, nous, on ne parle pas à ça. Le Death Star, là, c'est comme l'industrie. C'est comme non, il faut travailler ensemble pour développer des projets, pour développer des produits. Puis je pense que ça évolue beaucoup, mais c'est encore, tu sais, je te donne un exemple, en Ontario, la façon qu'ils approchent les soins virtuels avant ça s'appelait Ontario Telemedicine Network, mais maintenant c'est en dessous du gouvernement, et ça s'appelle Ontario Health. C'est complètement différent du Québec. C'est hyper collaborant. Et au lieu de faire comme ils ont fait au Québec où ils ont dit il y aura une solution de télémédecine, voici. Si vous voulez d'autres choses, arrangez-vous. En Ontario, ils disent, bon, quelles sont les solutions intéressantes? Il y a un processus de validation et de certification. Puis ensuite, chacun des centres, selon leurs besoins, peuvent se procurer ce qu'ils auront besoin. Fait que ça permet d'être plus souple, plus flexible et plus décentralisé. Fait que donc, en résumé, je pense que ce que vous faites, lâchez pas, il faut que ce soit de plus en plus publicisé parce que ça devrait faire partie, j'espère à moyen terme et pas à long terme, ce genre d'exposition-là pour les étudiants et les résidents, ça devrait faire partie du curriculum de médecine. Bien, merci pour ces bons mots, Yannick. On en prend bien bonne note. C'est bien enregistré. C'est une bonne citation. Mathieu qui fait nos vidéos que tu as bien aimé là, avant qu'on rentre. C'est Mathieu Fortin qui a fait cette vidéo-là. Donc, on en prend bonne note et j'aimerais d'ailleurs là-dessus céder la première question pour nos stagiaires, donc à Véronique Paquin, qui est, je ne sais pas si tu es là, Véronique. Donc, Véronique, elle est R4 en médecine interne. C'est donc la première résidente en médecine interne de l'histoire de Charlevoix et dans le Living Lab. Et Véronique nous a couru après pour faire le stage. On a fait face à quand même beaucoup d'éléments bureaucratiques pour faire passer ce stage-là, le faire approuver. Tu connais les programmes, tu sais, c'est totalement légitime, mais ça prend du temps. On est en pandémie. Et donc, elle est là aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas si Véronique, tu es à l'hôpital. Je pense que tu es à l'hôpital. Je ne sais pas si tu veux poser une question aujourd'hui. Et puis,
Véronique, es-tu là? Ça se peut que sa caméra, on viendra. Mais Véronique, son projet d'innovation, donc chaque résident doit amener une innovation à une étape, mener des citoyens, décideurs professionnels, amener une innovation. Et son innovation, elle, c'est juste de présenter comment implanter un stage de résident ou de leadership avec toutes les barrières. Donc, elle va certainement se servir de ta citation dans la promotion de ça. J'aimerais, là, on a une invitée spéciale quand même, une utilisatrice de React de façon importante. Et c'est grâce à elle que finalement, Julie Lépine, on avait l'idée d'implanter React dans les Living Lab, mais la première personne qui a dit « Moi, je vois un potentiel dans les ambulances », c'est Julie Lépine. Et là, on est dans toutes sortes, on fait face quand même à toutes sortes de barrières pour faciliter l'utilisation. Et je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle te pose des questions et aussi. Fait que je vais quand même revenir aux stagiaires, mais Julie, je pense que tu dois partir peut-être bientôt. J'aimerais ça que tu aies l'opportunité de poser des questions à Yannick. Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup de nous donner cette tribune-là. Merci de la présentation fort intéressante. Puis, je l'ai déjà eue il y a quelques années, puis on voit vraiment l'évolution. Alors, bravo. Merci. Effectivement, je dirais que l'enjeu et le défi que nous, on vit, c'est le changement de paradigme sur nos façons de faire traditionnelles. Donc, quand on parle d'innovation, j'ai toujours l'impression qu'on doit partir avec un bâton de pèlerin pour convaincre. Même si on est convaincu, on doit convaincre les autres. Surtout avec tout le volet légal, puis c'est surtout souvent des fausses croyances que nous avons parce qu'on est dans des anciennes pratiques. La médecine a évolué, la pratique des soins, les trajectoires également se sont améliorées au fil du temps et fort heureusement également. Mais on vit quand même cette difficulté-là de s'amener ailleurs dans une fausse sécurité, je dirais, actuellement, que les médecins ou les cliniciens également se posent la même question en lien avec l'imputabilité, la responsabilité. Et un enjeu aussi que nous avons eu, c'est lorsque le CMQ s'est positionné en lien avec les critères de transfert. C'est comme venu mettre un frein à tout ce qu'on faisait, comme par crainte de faire pire que bien. Puis, j'en profite également pour dire, bien, quand on est une urgence rurale, les enjeux à lesquels on se heurte, c'est la disponibilité médicale à faire des transferts. Oui. Quand on part d'un 2 heures de transport dans l'aller et dans le retour, c'est 4 heures de découverture. Souvent, il peut y arriver également dans certaines situations qu'on ait 0 médecin pour se couvrir. Alors, le choix que nous avons à faire, est-ce qu'on découvre une urgence de 4-5 patients avec un potentiel d'instabilité ou on prend un guest de suivre à distance un usager et de donner les enlignements aux cliniciens qui accompagnent. Fait que j'en ai pris grand quand même, mais pour vous dresser un peu le portrait de ce vers quoi on se bute et peut-être un manque de mobilisation également parce que dans toutes les phases de déploiement, plus ça s'étire, plus on perd la mobilité des gens également. Oui, tout à fait. Oui, puis ça c'est, je pense, une belle illustration du point où tu as un projet, ça cadre bien, les gens sont motivés et tout, puis là, tu as des influences extérieures, pas législatives, mais plus légales, / les sociétés, les comités, et qui ne sont pas nécessairement connectés directement sur la réalité, justement, comme un transfert de 2 heures d'un bord, 2 heures de l'autre avec une découverture qui arrive aujourd'hui. C'est pas plus tard, ce pas des enjeux un jour. Et là, ça ne vous facilite pas la vie. Puis malheureusement, vous ne pouvez pas juste les ignorer puis dire OK, nous, on met ça quand même. Fait que, ça, effectivement, je peux comprendre que c'est des choses qui doivent être assez pas évident comme challenge à pouvoir rapidement avancer. Et donc, j'espère que des projets comme le Living Lab vous permettent un petit peu de vous donner un mini paratonnerre pour quand même le faire dans le cadre du projet, en se protégeant un peu par rapport à dire « Ah non, mais on est à l'étude. » Au Québec, on est des spécialistes, des pilotes. Là. Fait que je ne sais pas si ça vous permet quand même d'aller quand même un peu plus vite dans le cadre du projet, malgré ces ralentisseurs-là. La réponse, j'aimerais vous dire oui. Malheureusement, c'est non. Mais c'est parce qu'on y croit qu'on pousse encore, puis on y croit fortement. Puis, il y a le lien. J'avais une autre question aussi en lien avec l'archivage de l'image
parce qu'on sait qu'il y a eu plein de recommandations faites aux urgentologues en lien avec et on nomme quand même le mot recommandation, non pas une obligation. Et comment React également se comporte pour pousser une image, l'archiver, puis garder cette traçabilité-là. Ça, c'est une question que je me pose. Oui, ça, c'est une bonne question. En fait, au Québec, qui est une des provinces quand même assez strictes en termes des critères de sécurité et tout, nous, tous les serveurs, tout le hosting, tout est fait au Québec et ne transite que par le Québec. Donc, même quelqu'un qui est en Australie qui utilise React, si jamais il enregistre une photo ou quelque chose, elle se retrouve encryptée, sécurisée, mais nous, on est dans le cloud avec Microsoft Azure. Fait que ce sont nos serveurs avec nos encryptions et tout ça, mais hostés, là, donc hébergés, on dit hébergés, je pense. Hébergés. Puis l'avantage d'un cloud, de la robustesse de Microsoft, c'est que, tu sais, pour tout le uptime, pour t'assurer que, tu sais, tout soit, tu sais, eux, ils ont leur propre protection contre des attaques ou autres. Puis nous, on a la nôtre. Tu sais, c'est comme si tu avais un tunnel sous l'eau, puis en plus, tu as un auto isolé, puis dans l'auto, tu as, tu sais, c'est des tunnels dans des tunnels dans des tunnels. Et notre redondance, c'est-à-dire si le centre de Microsoft de Montréal, de Québec s'effondre, ben, il y a une redondance automatique à Toronto, qui est le Eastern Canada. Tu sais, il y a des centres dans l'Ouest, il y a des centres dans l'Est. Et donc, tout ce qui est quelqu'un qui prend une photo, qui l'envoie, elle est hébergée, archivée dans son compte encrypté dans ces serveurs-là. Et donc, et si la personne décide de dire, ben, tu sais, moi, je ne garde plus cette photo-là, elle l'efface. Fait qu'il y a appelons ça un archivage local. Ce qui est important, c'est que nous, vu qu'on n'est pas une application d'archives, il y a beaucoup de centres qui vont dire, tu sais, ils ne veulent pas 5 sources de vérité. Fait qu'ils vont dire, si tu prends une photo, c'est correct, tu peux la prendre dans React, mais assure-toi que si elle doit être documentée au dossier patient ou autre, elle finisse là, elle est supposée de finir, que ce soit un PACS, que ce soit un dossier médical électronique. Et donc, même chose si un médecin prenait une photo avec son iPhone, c'est pas qu'il n'a pas le droit de la prendre, mais c'est faut qu'il la sorte rapidement et qu'il la mette dans le bon site d'archives. L'avantage, nous, dans React, c'est que si tu envoies des textos et tout, ben, puisque tu as un mot de passe et tout, ben, c'est moins. Les photos ne se retrouvent pas dans ta galerie. Fait que si je prends mon téléphone, je prends une photo dans React, je l'envoie par texto, elle est juste dans React. Ça ne se retrouvera pas dans ta galerie où là, tu sais, ton petit-neveu prend le téléphone la fin de semaine, puis il voit des plaies, il voit du sang, puis là, oups, une photo d'un chien. Mais donc, et là, ce sur quoi on va travailler, pas tout de suite parce qu'on a d'autres priorités, mais ça va être avec l'interopérabilité pour pouvoir s'archiver dans les DME automatiquement. Pour que quelqu'un puisse dire, j'ai pris ma photo et je la envoie dans mon DME automatiquement. C'est tout simplement un système d'interopérabilité. Puis là, vu qu'on a plusieurs priorités avant d'en arriver là, c'est pas pour tout de suite, mais ça va être la façon la plus simple que régionalement, les gens peuvent l'archiver dans leur système. Présentement, ça se fait, mais c'est plus manuel. Il faut vraiment que tu exportes ta photo dans ton système, si tu veux. Parfait. Merci. Merci, Julie. J'espère que c'était utile, cette présentation pour toi aujourd'hui. Pour nous tous, c'est très utile. Justement, Véronique, je ne sais pas si tu entendais, on parlait de toi, on voulait te laisser la première question des stagiaires. Écoute, Dr. Beaulieu a dit que ça serait important justement d'offrir une expérience de stage en Living Lab, presque que ça soit obligatoire, qu'on devrait faire ce genre d'expérience-là. Et toi, ton projet va être là-dessus, sur finalement comment les barrières, les facilitateurs de la création de ce stage-là, particulièrement de la médecine interne, mais peut-être au sens large. As-tu une question par rapport à ça? Je sais que tu es de garde aussi. Je te laisserai la première question pour Dr. Beaulieu. Écoute, je viens juste d'arriver, fait que j'ai manqué quand même un bon bout, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, écoute, il n'y a aucun problème. Si jamais tu penses à quelque chose au fur et à mesure, on va revenir. Moi, c'est sûr qu'il y a une personne qui ne pose pas beaucoup de questions parce qu'on donne la priorité à tout le monde. C'est vraiment Karine Latulippe, qui est coordonnatrice scientifique du Living Lab. Alors, Karine, c'est un peu notre sceptique dans le Living Lab, je dirais. C'est une personne qui étudie beaucoup l'interaction, un peu comment l'humain peut finalement comprendre les technologies et l'utiliser, puis beaucoup de barrières. Puis je pense qu'elle est très sensible à ces particularités-là.
tu as soulevé aussi un point tantôt que les gens ne connaissent pas beaucoup leurs besoins nécessairement. La question de Steve Jobs, on a aussi une formation en design thinking où les gens, l'expert nous a mentionné ça. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus, Karine. Puis qu'est-ce que tu penses, toi, qui est les défis par rapport à notre utilisation de React dans le cas qu'on a présentement? Bien, je me ferai prendre de cours. C'est rare que j'ai le temps de poser une question. Fait que mais je vais répondre à la première chose parce que Richard sait probablement que dans mon cœur, j'ai réagi quand vous avez nommé la phrase de Steve Jobs que les gens ne savent pas parce que j'ai une pensée un peu opposée dans le sens où je pense que les gens, ils sont, en tout cas, s'ils ne sont pas capables d'identifier les solutions, ils sont capables d'exprimer c'est quoi leurs besoins et tout ça, là. Dans la mesure où on prend le temps de le faire. Fait que moi, je suis beaucoup celle qui pousse pour la co-création, le co-design, d'impliquer les futurs utilisateurs très, très rapidement dans le prototype. Fait que peut-être j'aimerais ça que vous réagissiez sur ce propos-là. Puis juste pour la deuxième question de Richard, une des questions que j'ai, moi, c'est par rapport à l'usage, parce que toutes les technologies peuvent être magnifiques et belles, mais qu'est-ce qui définit qu'elles sont utiles et tout ça? C'est vraiment l'usage que les gens en font. C'est le concept d'agency. Fait que je me demandais comment, comme innovateur, vous intégrez ça dans votre prototypage, cette notion-là d'usage. En fait, en réponse à ta première question, tu as dit la bonne chose, c'est-à-dire tu veux travailler avec des utilisateurs pour savoir leurs besoins. Très différent de travailler avec les utilisateurs pour qu'ils te disent les solutions. Fait que si tu travailles avec eux, comme tu disais, dans de la de savoir pourquoi tu as besoin d'utiliser telle chose, ça, c'est l'idéal parce que là, c'est le why. Tu raffines le why. Le problème, c'est le how. Et si les gens, tu leur demandes, OK, qu'est-ce que tu veux? Et que là, ils commencent à dire, ben moi, j'aimerais ça une affaire rond qui fait. C'est pas que ça a zéro valeur, mais il faut faire attention parce que il faut vraiment écouter le why, voir ce qu'ils font. Et arriver ensuite avec des choses où là, on peut commencer à interagir, leur dire ben, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Parce que si on les implique très tôt dans le how, ils vont focuser beaucoup trop sur qu'est-ce que je peux te proposer pour y arriver, alors que moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment, comme tu disais, qu'est-ce que tu as besoin? Et donc, cette partie-là, c'est tout à fait la bonne chose. Les focus group, parfois, puis c'est sûr qu'il y en a de tous les genres, parfois vont être faits sur, OK, pour tel problème, qu'est-ce que vous voyez comme solution? Comme je disais, c'est pas que ça a zéro valeur, mais il faut faire attention pour pas. Les gens vont souvent penser soit trop large ou trop étroit. Alors, à départ de leurs besoins, je trouve que là, c'est intéressant de pouvoir voir, ben voici ce qu'on pourrait vous apporter et là, ouvrir la discussion et en arriver un peu, comme tu disais, à l'utilisation. Parce que, comme nous, c'est un outil ce qu'on offre. Alors, l'outil est disponible et c'est l'utilisation de la personne qui va permettre de dire « Ah, mon Dieu, tu l'utilises d'une façon que je n'avais jamais pensé » et de pouvoir ensuite aider, on peut appeler ça du prototype ou du raffinement ou peu importe, à amener des fonctionnalités ou des façons qu'on n'aurait même pas pensé si le même outil n'avait pas été utilisé de la façon que cette personne-là l'utilise. Fait que je pense donc que d'être ouvert à ce feedback-là et de pouvoir être près des utilisateurs pour justement entendre la façon qu'ils utilisent le même outil permet vraiment de le faire évoluer. Fait que donc, je pense que l'utilisateur doit être effectivement proche de la conception, mais dans son besoin, dans son utilisation, et non dans sa façon qu'il nous dise ce qu'il veut qu'on développe. À moins vraiment que ce soit quelqu'un avec plein d'expérience qui sait exactement ce qu'il a besoin puis qui te dit « j'ai besoin de A, B, C, D ». Fait que je ne suis pas très dogmatique. Là, je pense qu'il n'y a pas de façon linéaire de le faire, mais dans l'ensemble, on se rend souvent compte que les gens, il y a des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, puis que quand tu leur arrives, ils se disent « maudit, je ne savais même pas que j'avais besoin de ça, mais finalement, je pense que j'en ai besoin. » Fait que c'est une très, très bon commentaire. Yannick, c'est très passionnant, très intéressant. Le temps file, puis je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir te poser des questions. J'aurais tendance à faire ce qu'on fait des fois, un genre de rapid fire. C'est-à-dire les personnes vont te poser une question dans les 5 volets du stage d'innovation. Les étudiants en premier, après ça, on l'ouvre. Mais on va te proposer, si tu veux, de nous répondre le plus en rapid fire possible. Parfait. Puis les questions vont être assez ciblées.
Alors, Nicolas Chirac, qui a déjà étudié pas mal React dans le cadre de son stage. Nicolas étudie en 2e année de médecine. As-tu une question? Oui, j'ai une question. En fait, on s'entend que l'industrie de la technologie, c'est quand même un gros marché avec des gros compétiteurs, des grosses multinationales. Puis c'est aussi, React, il y a aussi d'autres choses qui ont été faites par le passé, comme vous l'avez expliqué un peu, Teams et Zoom. Ma question est, qu'est-ce qui vous a motivé, dans le fond, pour continuer à compétitionner, puis pas lâcher prise? Ben, en fait, je n'utiliserai pas le terme compétitionner parce que, par exemple, nous, ce sur quoi on focus n'est pas du tout ce que Zoom et Teams focus. Alors, je lisais ce matin un super article là, sur ce qu'on a amené qui s'appelle Collaboration Live, qui est l'intégration de React dans les machines d'échographie de radiologie traditionnelles et tout, qui sont déployées partout dans le monde, puis on est les seuls à faire ça. Et donc, on amène React dans des places, puis là, on a eu des témoignages qui ont réduit le temps d'examen de 30 minutes à 10 minutes. Ils ont moins de contact avec les patients COVID, ils augmentent leur efficacité, ils diminuent leurs coûts, ils augmentent leur productivité. Alors, quand tu vois tout ça, ça n'a rien à voir avec la télémédecine de base, je te dirais, ou de Zoom ou Teams. C'est vraiment d'amener des outils dans la clinique qui incorporent React dans d'autres écosystèmes. Et là, quand tu vois tout ça, ben, tu te dis, OK, on continue, on avance, on veut continuer d'amener ça. Puis donc, c'est vraiment de focusser un peu sur, je n'appellerai pas ça une niche, mais sur des marchés qui te différencient et de dire, ben ouais, il y a de la compétition dans le reste, on ne l'ignore pas, mais ça ne nous empêche pas d'avancer et d'innover. Fait que c'est vraiment le facteur motivant de pouvoir changer et d'amener ces avantages-là au marché. Merci beaucoup. Merci, Annick. Mathieu Fortin, qui est en stage, notre vidéaste, qui est en stage avec nous, donc fait partie du prototype sur stage auprès des personnes pas nécessairement dans le domaine de la santé. Mathieu, yes. Tu as une question? Oui, en fait, bonjour Yannick. Moi aussi, Salut, ça Mathieu. fait 3 fois. Je pense que ça fait 3 fois qu'on se voit dans un Zoom. À toutes les fois, j'en apprends des nouveautés. Fait que j'étais content d'être là encore aujourd'hui. Écoute, moi, je me pose la question, en fait, une affaire là, même à mi-chemin, là, je considère l'innovateur en toi puis la personne qui a eu affaire à la gestion là, au Québec par rapport aux innovations, etc. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'au Québec, la gestion de la pandémie aurait pu être mieux faite? Comment? Puis as-tu une opinion sur l'application de traçage, qui est comme une innovation qui a été déployée, mais qui a levé comme plus ou moins, j'ai l'impression, là? Écoute, moi, je pense que mon opinion, comme médecin / citoyen du Québec sur la gestion de la pandémie, je pense que ça a été très adéquat. Étant dans le réseau comme praticien, je pense qu'on a été, c'était pas parfait, mais on a été bien informés, on a eu l'équipement dans la mesure du possible qu'on devait avoir. Les choses ont évolué adéquatement. Fait que, quand on se compare, on se console des fois par rapport à d'autres pays ou autres. Fait que, honnêtement, je pense que ça a été géré honnêtement au mieux des connaissances et des compétences des gestionnaires. Fait que, je pense que c'était tout à fait correct dans cette marée de choses inconnues qui nous est arrivée. Par rapport à l'application de traçage, écoute, c'est intéressant parce que je pense que les gens, probablement avec raison, sont toujours méfiants de tout ce qui va faire que tu as quelque chose qui va être partagé et un positionnement ou autre. Fait que je pense qu'il y a eu, avec tout le scandale Desjardins, les leaks des données, je pense que tout ça a fait un peu un amalgame de choses que les gens se sont dit. Je veux bien encourager de ne pas donner le COVID à mon voisin ou de ne pas l'attraper de lui, mais les choses se sont un peu mêlées puis les gens ont eu la crainte technologique, je pense, de pouvoir adopter ça. Et l'autre chose, c'est que, je pense que c'était une application moderne qui demandait un système d'opération, je ne me rappelle plus des détails, là, mais probablement iOS 10 ou, genre un Android, mais si c'est 6 et plus. Et plus qu'une partie de la population ont des iPhones, des Android, mais de génération pas nécessairement moderne, ils ne pouvaient pas télécharger l'app. Puis moi, je comprends très bien pourquoi, technologiquement parlant, ça prenait des systèmes d'opération plus récents pour pouvoir bénéficier. Fait que je pense que c'est un mix technologique de gens qui se disaient « Ah, moi, ça ne marche pas pour mon téléphone », ils se découragent, et un peu de méfiance de la population qui explique pourquoi ça n'a peut-être pas levé plus que ça. Je pense que tu avais un troisième point, je ne me rappelle plus c'est quoi. Non. Écoute, tu as très bien répondu à mes questions, puis je te Parfait. remercie. Bonne opinion, intéressante. De rien, merci. Intéressant. Jenny Barrette, stagiaire aussi.
Salut, merci du droit de parole. On a des médecins de la région qui ont nommé, entre autres, un des enjeux qui vivent de leur pratique régionalement, c'est de voir des cas qu'ils ne voient pas souvent, puis de se tenir en formation continue, constante. Est-ce que vous avez lancé au Québec ou peut-être ailleurs, vous êtes au courant des hôpitaux qui ont, en milieu ruraux, là, qui ont eu des programmes justement de formation continue pour leurs médecins avec votre technologie? Bien, nous, on n'est pas vraiment là-dedans, dans le sens que je te donne un exemple, par exemple, pour la Fédération des médecins spécialistes, puis je pense que la Fédération des omnipraticiens a quelque chose de semblable. Il y a un portail avec beaucoup de webinaires, de cours et tout. Il y a aussi le Collège Royal qui met des formations disponibles plus générales. Là où le Reax peut être utilisé, c'est plus dans le côté, je te donne un exemple, récemment, on parlait avec un médecin qui fait un type de vasectomie particulière et qui veut pouvoir à distance aider les gens c'est pas que c'est super complexe, mais il faut quand même qu'ils les supervisent. Alors, dans leur pratique, il peut se connecter en one-to-one ou avec peut-être 2 personnes pour discuter de cas. C'est vraiment, nous, pour la plateforme, c'est vraiment le Remote Assistance, Guidance, Supervision, plus que webinar, formation de groupe et tout. Fait que c'est vraiment pour la partie plus d'assistance, un peu comme tu voyais tantôt pour la plaie, qui est guidée à distance. Fait que c'est le volet plus pratique de cette composante d'éducation continue. Ceci étant dit, on travaille présentement pour avoir un volet webinar pour que 2 médecins qui feraient une procédure plus interactive puissent avoir une assistance qui interagisse avec eux. Fait que c'est pas de créer un webinaire pour juste télédiffuser à 500 personnes, mais d'amener un volet d'un auditoire plus large pour des parties plus interactives, pour avoir plus de personnes qui bénéficient de sessions d'enseignement plus pratico-pratiques. Fait que c'est un peu vers cette direction-là qu'on s'en va. Puis présentement, c'est plus par petits groupes ou one-to-one que ces enseignements-là se font en utilisant la plateforme. Mm-hmm. Mais merci, ce que je voulais dire, c'est que, mettons, là, OK, ça fait 3 ans que je n'ai pas accouché par le siège. Ouais. Est-ce qu'un médecin pourrait se connecter à un accouchement par le siège ailleurs que chez eux, être tout équipé, que là-bas sont équipés, puis il est capable de voir comme le médecin qui est en train d'accoucher par le siège est capable de nommer ce qu'il est en train de faire? Puis comment il se prend, oui, je te dirais que honnêtement, oui, sauf que ça, tu sais, il peut prendre Teams, puis ça va faire la job, parce que si c'est de se connecter par vidéoconférence, juste de parler et de voir, c'est pour ça que nous, ce que le ministère dit maintenant dans l'inventaire des outils, il dit aux gens, si vous voulez juste faire du one-on-one avec un patient ou des sessions, prenez Teams si vous voulez. Si vous avez besoin de Zoom, vous le prenez, mais c'est à vos frais. Si vous avez besoin de Reax pour des choses plus particulières, allez-y. Mais encore là, c'est plus aux frais des gens plutôt que le ministère le paie, comme il avait fait l'an dernier. Fait que oui, ça pourrait être utilisé, mais il faut juste qu'il y ait une entente entre les 2 médecins. Puis la personne pourrait dire, see one, do one, teach one. Là. Tu l'as vu, lorsque tu feras ton prochain, je me connecterai avec toi puis je pourrai t'assister à distance. Fait que ça devient plus quelque chose de collaboratif entre des professionnels ou entre des centres. Puis fait que ça dépend toujours de ce qui est nécessaire. Si c'est juste de la vidéoconférence, ils n'ont peut-être pas besoin d'un outil plus riche comme Reax. Fait que donc, ça dépend vraiment du besoin et de l'utilisation voulue. Merci. Docteur Dupuis, qui est médecin en pratique dans un prototype de stage pour médecin en pratique, mais aussi qui a des projets de santé publique. Je ne sais pas si Jean-Luc, tu as une question? Tu es muté. D'abord, merci beaucoup. J'écoute ça, c'est comme de la musique à mes oreilles. Moi, j'ai enseigné au-delà de 25 ans l'échographie veineuse à la Société canadienne de phlébologie aux États-Unis, un peu partout. Est-ce que je pourrais enseigner l'échographie à distance, l'échographie veineuse, la cartographie veineuse d'une jambe? Et le corollaire de cette question-là, c'est à travers tes expériences en Ontario, aux États-Unis et au Québec, quel est l'élément de résistance qui différencie la bureaucratie québécoise ou les collèges ou les universités? Comment est-ce qu'on se distingue par rapport aux autres à prendre tellement de temps à adopter des nouvelles pratiques? Peut-être rapidement aux 2. Fait que la première, pour l'échographie, tout à fait. Quelqu'un à distance qui voudrait apprendre de vous, il y a 2 façons qu'il peut le faire.
il y a une façon très agnostique où il prend, peu importe le type de machine d'écho qu'il y a, une GE, une Siemens, une Sonosite, il peut s'acheter un petit convertisseur là, qui est à peu près gros comme un téléphone. Ça prend le signal vidéo, il le met dans son ordi via USB et il connecte une webcam. Puis vous êtes connecté sur votre laptop, puis vous voyez tous les flux vidéo, vous pouvez interagir, mettre la main par-dessus de façon très simple. Fait que ça, je pourrais vous prendre offline pour vous donner plus de détails. Fait que ça peut tout à fait se faire. Deuxième point, prenons Québec-Ontario. J'avais un petit peu mentionné tantôt, mais je pense que le point le plus important, c'est qu'il y a tellement d'utilisation, il y a tellement de types de cliniques, de professionnels, de patients, qu'on ne peut pas penser avoir une solution top-down. Puis je pense que le problème au Québec, tu sais, quand j'ai vu l'appel d'offres l'année dernière qui est sorti sur, pas sur une plateforme de soins virtuels, parce que ça, ils ont décidé que c'était Teams, mais sur une plateforme pour pouvoir avoir, tu sais, le scheduling, le dossier patient, en tout cas. Puis c'est encore une offre basée sur le plus bas soumissionnaire. C'est écrit comme ça dans l'appel d'offres. Tu sais, offre basée, alors c'est comme, on est en 2021. Comment peut-on, avec tout ce qui est disponible, avec tellement de façons d'avoir accès à la technologie, demander ça? Alors, je pense que c'est notre façon de faire au Québec qui devrait être plus, comme un peu l'Ontario le fait, de dire, bien, quels sont les produits sérieux qui doivent passer par un processus de validation et de certification, qui sont mis à la disposition ensuite des centres, des médecins, et eux prennent la décision parmi un catalogue, entre guillemets, pour l'implémenter selon leurs besoins. Fait que moi, je pense que c'est vraiment cette flexibilité-là dans la façon que les produits sont, pas juste la télémédecine, mais en général, qui va permettre d'aller plus vite et avoir moins de résistance au changement. C'est mon opinion personnelle là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Anne. Merci, Annick, Jean-Luc. Véronique, as-tu une question? Puis après ça, on va faire quelque chose de spécial. On va demander à nos deux grands innovateurs, en fait, un grand innovateur, Sylvain Croteau, un peu de résumer un peu ce qu'il a compris dans sa perspective d'innovateur aussi. Puis après ça, Jean-Paul Fortin, qui est dans l'expérience de l'étude de l'implantation d'innovation, de soulever quelques points vraiment importants de ce côté-là. Véronique, as-tu... Bien, j'ai manqué un petit peu le début de la présentation, fait que je ne sais pas si vous y avez déjà répondu à ma question. Je suis résidente en médecine interne. En fait, ma question, c'est qu'en santé, vous l'avez un peu dit, mais on a beaucoup le souci des coûts. C'est quand même le gouvernement qui doit investir les sous pour la population. Mais est-ce que vous avez fait un petit peu, je ne sais pas comment React, ça coûte. Est-ce que, d'après vous, c'est cost-effectif d'implanter React dans notre système de santé? Alors, juste pour te donner un exemple, la réponse est oui, beaucoup de fois. Pourquoi? Premièrement, nous, puisque dans le modèle, on a toujours mis le fait que le patient faisait partie de l'écosystème, on a donc sorti une façon de commercialiser React, ce qu'on appelle un abonnement pro, qui permet aux professionnels, peu importe, un psychologue, un docteur, une infirmière praticienne, peu importe, d'inviter ses patients gratuitement. Fait que donc, le modèle d'affaires, puis là, on a même dramatiquement même baissé les coûts pour les institutions récemment, mais c'était, si quelqu'un va sur le site web aujourd'hui, là, tu payes 120 $ par année pour un accès limité à la plateforme puis inviter un nombre illimité de patients. Fait que ça veut dire que ça te coûte l'équivalent de 10 $ par mois. Et avant que les médecins soient rémunérés, parce que ailleurs dans le Canada, les gens l'étaient, mais au Québec, non. Maintenant, les médecins sont rémunérés pour faire de la télémédecine en plus. Alors, si tu dirais, moi, je prends React pour faire ma téléconsulte, c'est certifié et tout, bien, probablement que tu n'auras pas à en faire beaucoup pour rentrer dans ton argent, entre guillemets, pour utiliser une plateforme qui a été créée au Québec, qui est gratuite pour tes patients et tout. Et donc, et tout le hosting, tout ça, c'est tout fait par nous. C'est ce qu'on appelle un SaaS, le Software as a Service. Fait que c'est ça qui est la façon, je pense, la plus économique pour un gouvernement. C'est pour ça que les gens vont vraiment vers le cloud et tout, pour pouvoir dire, il faut que ce soit sécure, puis il faut que ça passe à travers les services. Fait que donc, c'est ce modèle-là qui est à prioriser, je pense, ou plutôt qu'à faire des achats capitaux ou d'acheter des plateformes et de mettre des programmeurs, de plutôt prendre des contrats avec des compagnies qui se doivent d'être bons, qui se doivent de rester cutting edge parce que tu offres un service. C'est un service, software as a service. Et donc, c'est ce genre de modèle-là, je pense, qui va permettre d'avoir les meilleurs coûts-bénéfices
pour la population puis le ministère. Merci. Excellente question, Véronique. Excellent. On n'en avait pas parlé. Fait que ta question est vraiment excellente. Là, je brûle d'envie de poser une question à Sylvain Croteau, docteur Sylvain Croteau, urgentologue dans l'Outaouais, qui a développé une plateforme. Est-ce que tu étais au courant, Yannick, un genre de dossier intelligent qui nécessite finalement une plateforme collaborative pour aider les gens à réfléchir mieux en temps opportun, particulièrement utile dans les régions rurales lorsqu'on essaie de résoudre des problèmes cliniques. Donc, mais peut-être en une phrase, Sylvain, si tu veux juste expliquer un peu SecMed, mais aussi, je brûle d'envie de savoir, quand tu écoutes Yannick Beaulieu, toi qui es dans une position semblable, peut-être à un autre stade, là, comment tu te sens par rapport à ça quand tu vois quelqu'un parler comme ça? Parce que les deux, on vous a reçus dans les présentations antérieures. Je suis très content que vous soyez là ensemble aujourd'hui. Sylvain, SecMed, rapidement pour... OK. Alors, SecMed, rapidement, c'est une plateforme basée sur les communautés de pratique et qui, communauté de pratique étant des gens qui font le même job que moi. Sylvain, ton son, on n'entend pas ton son, vraiment. Un peu. Est-ce que vous entendez mon son? Allô? On dirait qu'on t'entend un peu loin. Ça fait peut-être juste te rapprocher de ton ordi. D'accord. Celui-là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est mieux. C'est mieux. OK, d'accord. J'ai changé de microphone. Alors SecMed, finalement, c'est une plateforme basée sur le principe de communauté de pratique. Communauté de pratique étant des gens qui font le même job que moi, qui sont dans une même région socio-administrative, qui parlent le même langage. Alors, pour moi qui est urgentologue, mais ce n'est pas juste pour les urgentologues, ce seraient les urgentologues québécois francophones, par exemple. On pourrait considérer cependant qu'une communauté de pratique d'urgentologues francophones congolais aurait des ressources différentes et donc aurait besoin peut-être de standards de pratique qui sont tout à fait différents. Et on donne à tous les membres de la communauté de pratique les outils qu'il faut pour être capable de créer des ressources qui, elles, sont formatées de manière à être immédiatement cliniquement utiles et des ressources qui viennent appuyer leur processus d'histoire, d'examen physique, d'analyse différentielle, d'investigation et traitement. Et l'information qui contient les meilleures évidences, les meilleures pratiques, vient rejoindre directement le clinicien, directement dans ses processus, apparaît là, dans son processus et lui permet donc d'utiliser les ressources de sa communauté de pratique. Et en gros, là, favorise l'apprentissage alors qu'on est en train de pratiquer et l'instauration des meilleures pratiques immédiatement alors qu'on a fait cet apprentissage-là. En gros, c'est ça, SecMed. Je pourrais en parler, puis Richard le sait, pendant des heures, des jours. Il faut que tu suives ça. Lui aussi, je pense qu'il y a un partenariat avec une importante compagnie présentement, donc l'innovation avance. Mais Sylvain, quand tu t'écoutes Yannick, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi la première chose qui t'a passé par la tête là, quand tu as écouté toute ton histoire? Ce que j'en ai pensé, ce que j'ai ressenti, c'est « Ah, je ne suis pas tout seul. » Je pense qu'il y a un chemin de croix dans l'innovation qui vient d'abord et avant tout de la passion intense qu'on a, puis qu'on ne peut juste pas laisser aller. Et c'est ce qui, moi, m'a guidé année après année à continuer à développer cette plateforme-là sans être payé, en investissant mon propre argent, mon propre temps. Écoute, ma blonde a mis ma photo sur une boîte de lait à un moment donné, là, parce que elle dit, sais-tu, il me semble, Yannick, cependant que tu sembles avoir établi un meilleur équilibre. Je ne suis pas sûr que j'ai toujours... Ah, ma femme ne te dirait pas ça. Maintenant, oui, mais pas dans les années. Moi aussi, il y avait des photos, c'est peines de lait. Fait que je te dirais que je suis passé, une passion, ça devient quelque chose d'envahissant parfois, mais en même temps, on en a besoin pour passer à travers chacun des obstacles. Et puis, l'inertie est une force excessivement importante. Et puis, parfois, des fois, je me demande si ce n'est pas à cause de l'inertie. Des fois, on veut que les choses soient parfaites ou on exige de nous que les choses soient parfaites. Et cette demande de perfection devient parfois l'ennemi du bien. Et
de telle sorte que moi, j'en suis arrivé à cette perspective que finalement, même si mon projet semble être un beau projet technologique, c'est en fait un projet de société. Parce que cette technologie-là, éventuellement, doit être adoptée. Elle amène à un changement de paradigme. Il doit y avoir une adoption éventuellement si on veut que cette technologie-là puisse avoir les effets escomptés sur les changements des habitudes des médecins, oui, qui doit faire le constat d'une incapacité de faire le même genre de choses sans cette technologie-là, mais éventuellement sur nos patients et sur les soins de santé en général comme tel. Alors, puis c'était, moi, une de mes questions pour toi, c'est l'inertie chez nos collègues cliniciens. T'en penses quoi? Tu fais quoi avec ça? C'est quoi ta technique pour ça? C'est une bonne question parce que je pense honnêtement, mon groupe d'intensivistes et tout, c'est un groupe assez hors pair. Il y a beaucoup d'innovation et tout ça. Alors, je pense que dans plein de choses, là, beaucoup dans des processus, dans la recherche et tout. Alors, je suis assez content là, de pouvoir. Je ne rencontre pas tant d'inertie, mais si on sort de là, je pense que c'est vraiment que les gens comprennent, que les gens apprécient les possibilités, puis de garder l'enthousiasme. Je pense qu'on est capable de les contaminer. Tu sais, on dit toujours que c'est la théorie des 3 tiers. Là. Il y a les early adopters qui sautent tout de suite. Il y a ceux que, tu sais, ça n'en prend pas tant que ça, l'autre tiers, pour les amener on board. Puis il y a l'autre tiers qui n'a rien à faire avec eux autres qui vont dire, moi, j'embarque pas. Alors, moi, je ne perds pas d'énergie avec ces gens-là. Je demeure positif et ouvert à les recevoir, mais je n'essaierai pas de les convaincre. Fait que si on travaille avec les 2 tiers qui nous apportent de la bonne énergie, ben, c'est satisfaisant. Merci. Merci, Sylvain. Je suis très content d'avoir entendu ta présentation en passant. Je te connais depuis longtemps, en fait, là, ayant été aussi dans l'échographie au département d'urgence avec Ray Wiss. Ouais. On s'est croisés quelque part. On l'a vu. Oui. Puis et Sylvain nous a invité Ray Wiss, nous a aidé à inviter Ray Wiss en. Oui, j'ai vu qu'il avait été un des speakers. Ouais, c'est vraiment spectaculaire. Donc, merci, Sylvain. Bon, là, plus que 90 minutes, on va évidemment dépasser. Là, Yannick, je suis désolé de ça, mais il y a tellement de passion et beaucoup de questions. Mais j'aimerais maintenant, avant qu'on termine avec un petit exercice qu'on fait toujours, j'aimerais que Jean-Paul, brièvement, c'est quoi ton sentiment, toi qui en as vu un puis un autre, un innovateur se planter, qui connaît la bureaucratie du système de santé, qui était au premier plan de l'implantation des technologies comme le dossier médical électronique, qui est un des premiers à nous dire finalement un peu comme Karine, là, de prendre du recul souvent, de bien considérer les besoins. Qu'est-ce que tu penses de l'entrevue d'aujourd'hui avec Yannick Beaulieu? Tu es sur mute. OK. Alors, je vais d'abord te demander la possibilité de le réécouter 3-4 fois. Je trouve que si on fait référence au petit clin d'œil du début là, par rapport aux légendes, c'est Yannick, la légende, c'est pas mal plus lui que moi. Je suis toujours extraordinairement impressionné quand il présente ce qu'il fait, son historique et toutes les conditions dans lesquelles les choses se passent, et en même temps, ultra frustré. Ultra déçu, ultra désappointé que le Québec n'ait pas pu être capable d'en profiter plus que ça. Et c'est cette partie-là, moi, j'essaie de travailler beaucoup. C'est quoi les conditions qui font que ça ne lève pas, ça ne va pas plus loin? Parce qu'il y a des innovateurs, il y a eu des innovations de différentes natures. Il y a eu des époques où il y a eu des innovations pas mal plus qu'il y en a eu depuis maintenant. Avant 2004, il y a eu toute une période d'expérimentation à plein d'égards qui était extraordinaire, en même temps que je faisais ceux de l'Ontario, d'ailleurs, avec Ed Brown et sa gang, là, qui était à la télésanté de l'Ontario. Tout ça, tout ce monde-là travaillait ensemble et ça se développait avec le ministère. Ça se travaillait en synergie. Ça travaillait avec le Collège des médecins. Il y avait vraiment un maillage d'un paquet de monde qui bâtissait. Puis à un moment donné, il est arrivé comme un blocage où là, la machine a changé. Le monde a changé au niveau ministériel, puis les règles du jeu ont changé. Moi, là-dessus, j'avoue que si j'avais des propositions très rapides à faire, parce que le temps passe vite, j'aurais tendance à dire qu'il faut que le Living Lab prenne de plus en plus, je dirais, de lead là, dans ce dossier-là,
qu'il le fasse, je suggérerais qu'il le fasse en étroite collaboration avec la gang du CCT, c'est-à-dire le Centre de coordination de techno du CHU de Québec, qui, eux, ont beaucoup d'expérience depuis 25 ans dans le développement d'innovation qui touche la télésanté, qui touche les dossiers électroniques, etc. Et ils viennent justement même de gagner un prix mondial pour leur modèle de gouvernance, la façon qu'ils travaillent avec le monde, qu'ils travaillent avec les organisations, qu'ils travaillent avec les cliniciens, tout ça. Le problème majeur qu'on a, c'est s'assurer que ce qu'on va avoir à développer va se développer au minimum sur une base régionale. L'histoire, quand Yannick me dit, là, il envoie des affaires du central, là, puis des paquets de silos de bidules, puis tout ce que tu voudras, c'est vraiment le désastre national. Il faut que les choses se passent sur le terrain, avec les acteurs de terrain, qu'on aille chercher les enjeux puis ce qu'on a besoin. Madame Lépine j'étais très content quand elle a commencé en disant qu'il faut changer le paradigme. Moi, je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est que les gens voient trop la technologie comme étant des bidules qu'il faut mettre en place, et idéalement, les bidules, les plus beaux bidules possibles. Moi, je suis plus du côté de ce que soulevait Mme Lépine, et je dois avouer que je suis aussi beaucoup plus du côté du commentaire de Karine. Les gens sur le terrain, dans le fond, pour moi, la télésanté, c'est comment faire les choses autrement. Et pour ça, il faut que les gens se demandent comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, et comment ils pourraient fonctionner autrement. Et là, à ce moment-là, travailler ça avec les cliniciens, avec les gens, autant qui donnent les services que ceux qui les organisent, donc les gestionnaires, et les technos pour développer avec eux autres. Et c'est un petit peu ce que Yannick pouvait faire. Pour moi, Yannick, c'est un personnage transdisciplinaire par lui-même. Fait que là, il rentre tous ces éléments-là. Et donc, la partie du terrain, moi, je regardais le projet de Mme Lépine avec le Living Lab, parce qu'il faut partir de projets qui peuvent être gagnants. À mon avis, avec le Living Lab, avec l'UCC, le CCT, avec le projet de Mme Lépine et des ambulances, pour moi, il y a un terreau là d'innovation qui peuvent servir, qui doivent servir pour aller plus loin, puis faire le lien avec le clin d'œil qu'il a donné tantôt sur les DME, là, comment le lien peut se faire avec les dossiers cliniques pour être capable ça peut se faire. Je rajouterais le lien avec la télépatho. On l'a évalué, la télépatho. Il y a plein d'acteurs dans les régions qui voudraient se parler plus, qui voudraient se voir plus, pas juste pour la télépatho, mais pour d'autres choses. Il y a un terreau là, qui est, en tout cas, à mon avis, là, qui serait disponible. Et si j'avais un merci à donner à la COVID, le plus grand, en tout cas, ce que j'essaie de voir, c'est que le plus grand bienfait qu'il a pu faire pour la télésanté, c'est de faire reconnaître au monde qu'il y a un besoin là, mais le besoin est là pour répondre à leurs problèmes, à leurs besoins de faire des choses autrement à cause de la distanciation. Le seul problème, c'est que le monde a tout choisi le téléphone, qui pour moi est vraiment quelque chose de tellement limité par rapport au reste, et on ne s'occupe pas du reste. Alors là, actuellement, il y a une réflexion en profondeur sur on s'en va où avec la télésanté. Je peux vous dire qu'il y a du monde qui travaille là-dedans sur des stratégies autour de ça. Puis je peux même, je ne sais pas si je peux le dire, là, en tout cas, je vais le dire, puis je vais jurer de jamais l'avoir dit. Même la vérificatrice générale s'intéresse à la télésanté à cause de l'éclosion qui s'est créée là, par rapport à la télésanté avec évidemment la COVID. Alors là, il y a quelque chose qui vient d'exploser dans la face du monde, il faut s'en occuper. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités et j'aimerais tellement que le Living Lab soit au cœur de ça, avec des projets terrain, mais pas uniquement celui de l'ambulance, mais aussi d'autres affaires, le lien avec d'autres urgences et d'autres milieux dans les régions. À mon avis, là, il y a un potentiel inouï, puis il faut y aller. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci toute ta vision pour clore ça. Dernier exercice qu'on fait, Yannick, c'est on va te nommer un des piliers du stage d'innovation et puis tu vas nous dire un premier mot la première chose qui te passe par la tête. OK? Si je te dis innovation, qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu es muté. Mais tu sais, rapidement, c'est comme un mot, là, dans le fond, la première chose qui te passe par la tête. Oui, bien, ça va faire bizarre, là, mais multidisciplinaire. En voulant dire, l'innovation doit arriver dans pas juste la techno, comme disait Jean-Paul. Ça peut être des processus, ça peut être des procédés, ça peut être multidisciplinaire. Donc, le wellness, la santé bien-être.
Moi, je te dirais empowerment. Plus d'empowerment aux gens pour qu'ils puissent mieux travailler sur leur santé bien-être. OK. La médecine rurale. Médecine rurale, mon Dieu. Je te dirais un petit peu la même affaire, là, enabler. Là. Il faut que la médecine rurale ait les outils nécessaires pour se déployer. La volonté est là. Fait que je te dirais un peu comme empowerment, mais enablement pour permettre à ce que ça rayonne. La créativité. Essentiel. Puis, enfin, le leadership. C'est quoi pour toi le leadership en un mot? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Oui, pour moi, le leadership, c'est le... je cherche le mot... voyons, c'est quoi dans le... c'est le j'ai la misère à le traduire, là, c'est être, pas le humble servant, là, mais c'est d'écouter. C'est d'être là, d'écouter, d'être rassembleur, mais pas de diriger les gens. Le leadership, c'est de bien les écouter puis de canaliser cette énergie-là. Fait que je dirais écoute et canaliser l'énergie autour pour foncer. Excellent. Puis c'est très intéressant qu'on termine la grande entrevue avec toi, Yannick Beaulieu. Un moment vraiment historique de t'avoir avec nous. Tu vas marquer l'histoire, tu as déjà marqué l'histoire de la médecine au monde, en fait. Et on termine avec le leadership et on termine avec cet aspect, cette mention de l'humilité parce que tu es vraiment une personne très humble. Ça nous a beaucoup touché de t'avoir aujourd'hui. On te remercie infiniment. Je remercie tout le monde d'être là aujourd'hui et à la prochaine.